Merci. Et tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation et d'avoir pensé à un enseignant du site universitaire de Foix. Et j'en profite pour remercier, j'allais dire, le conseil départemental, parce que si on est ici dans ce bâtiment et si ici il y a une université avec des étudiants qui sont présents dans la salle, et si on peut avoir un enseignement de qualité et des étudiants qui ensuite, j'allais dire, s'insèrent dans le milieu professionnel, c'est parce que les collectivités ont choisi de développer un site universitaire. Et voir cette réunion se dérouler ici, on a toujours essayé, depuis qu'on réfléchit à quelle formation on peut mettre en place sur le site, de se dire, tant qu'à mettre en place des formations, premier objectif, que ça débouche sur un emploi, deuxième objectif, que ça ait, j'allais dire, une utilité sur le territoire. Voilà, et si on se retrouve ici, a priori, ce que l'on essaye de faire, c'est que ça pourra, j'espère, avoir une utilité. Et donc, j'espère que, voilà, on pourra continuer sur ce type d'activité avec vous. Alors, je vais essayer, donc je crois que j'ai 1h30. Donc, vous avez vu, je me mets de ce côté, là, parce que je ne fais pas un cours. Et même quand je fais un cours, d'ailleurs, ceux qui me connaissent, je viens de ce côté. J'aime pas trop me mettre au pupitre. Quand il y a besoin, je sais le faire, mais c'est pas ma façon de faire. Donc, je vais essayer, la commande qui m'a été passée, elle est écrite « Tourisme et attractivité en Ariège ». Donc, je peux être ravi qu'on démarre par ça, parce que quand on est un territoire comme l'Ariège, se poser la question de l'attractivité et la relier en premier à l'activité touristique, c'est pas moi qui vais dire que c'est idiot. Voilà, parce qu'on passe notre temps à travailler sur ces questions-là, donc je vais essayer de bosser sur ça. Alors, je ne vais pas, compter pas sur moi, pour dire à la fin quelles vont être les bonnes recettes pour l'Ariège, parce qu'en fait, l'Assemblée ici saura les trouver. Moi, je vais essayer d'apporter un bout de réflexion sur la manière dont on peut regarder l'activité touristique quand on passe le développement des territoires et comment on peut le relier à l'attractivité des territoires. Donc, je vais plutôt donner à réfléchir plutôt que donner à agir directement. Voilà. Et on s'y attache d'ailleurs, on fait pareil en cours, on ne dit jamais aux étudiants, si vous faites cette forme de tourisme-là, c'est le bon, et si vous faites celui-ci, c'est le mauvais. Voilà. On donne des façons de l'analyser, des façons de réfléchir, et on va essayer, dans un premier temps, de réfléchir. Alors on se donnera, comme ça a été précisé, des temps de respiration. Si vous en êtes d'accord, la règle du jeu, j'espère que vous aurez des questions, mais le but c'est que vous ne me coupiez pas toutes les 30 secondes parce que sinon on va se perdre le fil, peut-être moi et sans doute vous. Donc on va voir quelques éléments un peu théoriques et puis on va s'arrêter et vous poserez des questions. Et sachez une chose dans le déroulé pour que vous compreniez bien, plus on va aller vers la fin, plus on se rapprochera du concret sur l'Ariège. Mais avant de parler concret, il faut quand même essayer de prendre un peu de recul et un peu de distance pour essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. Donc ma première partie, ça va être déjà de dire, mais comment ça marche tout ça? Voilà. Donc c'est la première diapo, et c'est moi qui ai la souris. Bon, vous imaginez bien que généralement, voilà. Donc on va faire une petite introduction sur la question du tourisme. Donc je vais partir, puisque c'était la question du tourisme et attractivité, je vais partir de la question du tourisme et je glisserai tout doucement vers la question de l'attractivité et je relierai les deux. Donc quelques éléments rapides d'introduction. L'activité touristique est un enjeu de développement territorial fort. Donc ça, j'allais dire en Ariège, je ne m'éternise pas. Je pense qu'il y a un moment que le territoire a compris qu'avec le tourisme, on pouvait le mobiliser pour développer son territoire. Mais juste pour vous dire, et on le verra, c'est que, je ne sais pas si je dois dire, j'ai le regret de vous le dire, mais il n'y a pas que vous qui avez eu cette idée. Donc et il y a beaucoup de territoires qui s'emparent de la question du tourisme. Et ça, on verra, c'est qu'il faudra toujours faire attention quand on utilise un secteur d'activité pour dire « ouais, mais c'est super bien pour notre territoire », il faut juste se dire que peut-être que le territoire d'à côté, il dit la même chose. Donc il ne faut pas l'oublier. Voilà, parce qu'à un moment donné, ça pourra avoir des conséquences. Donc c'est un défi sociétal pour les Pyrénées. Je le développerai après, mais quand même, la question du tourisme, on va la regarder, vous allez voir, un petit peu plus loin que sur combien on a de touristes qui arrivent. Voilà. Parce que ça, bien sûr que ça compte à un moment donné, mais on va essayer de le dépasser. Et vous verrez que, et déjà certains acteurs sur le territoire s'en sont emparés de cette façon-là, quand je dis c'est un défi sociétal,
Je vais prendre juste un exemple sur lequel je reviendrai. Bien sûr qu'aujourd'hui, nos territoires, face au changement climatique, face à l'épuisement des ressources, etc., ont besoin de s'engager dans la durabilité. Mais j'essaierai de démontrer que si on ne fait pas gaffe avec le tourisme, et notamment quand on évoque les questions de tourisme durable, eh bien, en fait, on va générer de l'exclusion sociale. Je fais simple et court. Quand il y a besoin d'avoir un habitat qui est, je dirais, bioclimatique, quand il y a besoin que les voitures soient électriques, quand il y a besoin que ci, que là, ben tout ça, ça coûte cher, que les produits soient de qualité. Et si on ne fait pas gaffe avec le tourisme, eh ben seuls ceux qui ont les moyens financiers viendront pratiquer l'activité touristique et on exclura les autres. Et il me semble que la terre d'Ariège n'est pas une terre d'exclusion. Voilà. Donc il faut y faire attention parce que des fois, avec la meilleure intention, on peut partir à l'envers dans les réponses. Élément extrêmement important pour peut-être décaler le regard. Quand on a imaginé le tourisme, il y en a plein ici qui travaillent dans le tourisme ou qui pensent le tourisme depuis un moment, on parle du tourisme, on a parlé, et certains en parlent encore, de l'industrie touristique. Et donc, ceux qui me connaissent savent que c'est une notion que je balaye d'un revers de main et je m'en explique en 2 secondes. L'industrie touristique, elle a un processus. Le processus industriel, il dit, je repère des ressources sur un territoire, je mets en place un outil de production, je produis et j'envoie le produit chez le client. Donc il quitte le territoire. Ça ne vous a pas échappé que quand on parle d'activité touristique, on repère des ressources, le potentiel touristique du territoire, on produit sur un territoire, sauf que pour le consommer, on est obligé de faire venir le touriste sur le territoire. Donc on ne peut pas parler d'industrie du tourisme, et c'est un peu ce qui nous a un peu trompés, puisqu'on est tous partis sur l'idée que, comme une industrie, pour être leader sur son marché, il fallait faire venir le maximum de touristes. Oui, sauf que ça marche à une seule condition, c'est que les ressources soient inépuisables. Il n'y a pas si longtemps encore, dans les Pyrénées, notamment, puisque c'est un territoire sur lequel on travaille, quand j'allais dans les réunions, souvent, combien de fois j'ai entendu dire « Non mais, on n'aura pas de problème d'eau. Les Pyrénées sont le château d'eau. » Je l'ai entendu, j'ai passé les doigts de la main pour l'entendre. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Et on voit bien que tout d'un coup, la ressource en eau, c'est un peu plus compliqué. Et ça vaut pour toutes les ressources. Et ça, on s'est trompé un petit peu avec le tourisme. Et je vais en profiter pour le dire, je ne le redirai pas. Vous allez voir, je vais attaquer un peu des choses qui ont été faites. Ce n'est pas pour porter un jugement en disant ils ont fait des bêtises, heureusement qu'on arrive pour savoir tout faire. Ce n'est pas ça le sujet. C'est que nous, avec du recul, si on ne veut pas recommettre les mêmes erreurs, il faut un peu les analyser et regarder ce que ça a produit comme résultat et voir si on veut le même ou si on en veut un autre. Donc des fois, quand je dis on s'est trompé, si on avait été à la même époque dans les années 60 aux décisions, je pense qu'on aurait commis les mêmes erreurs. Donc on n'est pas là pour dire on est meilleur que les autres. Mais on a complètement négligé l'idée que le touriste venait sur le lieu de production et qu'il allait falloir des parkings pour garer les voitures et qu'il allait falloir augmenter la capacité de la station d'épuration et qu'il allait falloir agrandir la route et qu'il allait falloir. Voilà. Et ça, on l'a oublié. Dans un processus industriel, je vais reprendre la voiture puisque je viens de prendre le parking, quand Peugeot, n'importe qui, enfin Stellantis a produit ses voitures, il n'a pas besoin de mettre des parkings pour les voitures qu'il a vendues. C'est le client qui se débrouille avec son parking. Nous, en tourisme, c'est le territoire qui se débrouille. Voilà. Et je pourrais multiplier les exemples. L'attractivité territoriale en montagne, je vais le développer dans la deuxième partie de l'intervention, c'est un levier majeur de développement. Je reste persuadé, j'aurais fait la même conférence il y a ne serait-ce que 10 ans, je suis sûr que je ne mettais pas cette phrase. Parce que la montagne était encore plutôt pensée un peu comme un repoussoir. Bon, il faut vivre à la ville pour que ça marche. À la montagne, ils ne savent rien faire. À la montagne, ils n'ont rien compris. À la ville, ils ont tout compris. Bon, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, je me demande si la montagne n'avait rien compris. Voilà. Bon, mais voilà, aujourd'hui, c'est un vrai levier et on l'a vu encore. Les chiffres l'ont montré. La saison touristique, si je prends que le tourisme, cet été, mais la montagne a attiré encore plus. Voilà. Bien. Donc, la question centrale que je vais développer, c'est comment l'Ariège peut-elle construire une attractivité territoriale avec le tourisme dans un contexte de transition des montagnes. Voilà, les choses bougent. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas où il faut appuyer. Ah voilà.
crois qu'il faut que je sois en bas à droite, j'ai l'impression, avec ma petite souris. Sinon, mais ça va aller. Ouais. Donc, première, ne vous inquiétez pas, comprendre et conceptualiser, je vais essayer de le... Je comprends. Ah, voilà. Je vais essayer de comprendre comment ça marche. Alors, je suis parti d'un postulat. Au début, quand j'ai commencé à travailler dans le tourisme, d'ailleurs, même avant que je travaille dans le tourisme, j'ai été presque, j'allais dire, mais j'ai eu dans le milieu associatif, assez jeune, dès l'âge de 17 ans, me confronter à la question touristique sans savoir d'ailleurs que c'était forcément du tourisme. Voilà, c'était pour d'autres raisons. Et j'entendais toujours de dire, ah, mais si le territoire va mal, il n'y a qu'à développer le tourisme et il ira mieux. Donc, et j'allais dire de réunion, de rencontre en rencontre, j'entendais souvent ça. Et moi, j'allais dire, de manière un peu bête et méchante, je regardais. Donc j'allais en Ardèche, mais je pouvais venir à Gavarnie, j'ai beaucoup travaillé sur Gavarnie, je pouvais aller dans des territoires comme ça. Et ça m'est arrivé de m'y retrouver au mois de novembre. Je me suis dit, on me dit que c'est un moteur de développement, mais heureusement que j'avais amené mon sandwich, parce qu'au mois de novembre, à Vallon-Pont d'Arc, si vous voulez, c'est pas gagné. Donc je me suis dit, et puis je voyais à vendre, la poste fermée. Alors je me suis dit, ça doit être sans doute un peu plus compliqué, parce que si je reprends l'exemple de Vallon-Pont d'Arc, c'est pas possible. Quand à Vallon-Pont d'Arc, l'été, on est quasiment comme sur le périph' toulousain, c'est pas possible que le tourisme soit un bon outil de développement si au mois de novembre, on ne peut même pas boire un coup. Voilà. Donc j'ai commencé à réfléchir comment ça marchait, et j'ai essayé de bâtir, et c'est ce que l'on travaille, Julie qui est ici présente, on ne fait que ça pour bosser sur ces questions-là, on s'est dit on va essayer de bâtir ce qu'on appelle un cadre de référence pour essayer de comprendre comment ça marche. Et nous on s'est beaucoup inspiré, là, de cette émission C'est pas sorcier, comment ça marche. Voilà, on a essayé de comprendre. Donc ce que j'ai regardé, je me suis dit, on va essayer de voir s'il existe un processus touristique. Donc le processus touristique, je vous le fais court, on a identifié 4 fondements et 5 principes. Des fondements, comme son nom l'indique, on considère que pour que le tourisme participe au développement des territoires, si ces fondements ne sont pas réunis avec les actions que l'on met en place, le tourisme ne va pas arriver à nourrir le développement du territoire. Donc le premier, c'est ce qu'on a appelé le temps libre. Oui, et vous allez voir, je vais essayer de l'illustrer par des idées que l'on a aujourd'hui, et peut-être qu'il faut les regarder avec plus de précaution. Le premier fondement, mais oui, un vacancier vient sur un territoire, c'est qu'il est sur son temps libre. Et le temps libre, c'est déjà le temps qui n'est pas travaillé. D'accord ? Alors, donc ça veut dire aussi, je pousse le bouchon, puisque l'idée c'est qu'on réfléchisse ensemble. Et, mon propos là, il n'est pas franco-français. J'ai eu la chance, j'aurais dû le dire en introduction, j'ai eu la chance par mon travail d'aller le voir dans un certain nombre de pays dans le monde et dans un nombre certain de pays, pour essayer d'aller me dire, mais est-ce qu'on peut dégager un process qui marche n'importe où dans le monde pour faire fonctionner le tourisme ? Et pas, c'est pas là ce que je vous fais, c'est pas le cadre de référence qui marche sur l'Ariège et puis dès qu'on passe en Haute-Garonne, c'est autre chose. Non, il fonctionne à peu près partout. Donc, l'idée de dire que les vacances se sont structurées sur le temps libre, et hier il y avait à Montpellier Green Destination, je ne sais pas si certains y étaient, et j'ai vu que Saskia Cousin travaillait sur la notion de temps libre. Bon, on voit bien. Ça veut dire que c'est le temps qui n'est pas travaillé. Ça veut dire que le tourisme, déjà, ne nous l'aurons pas. Alors, ça ne concerne pas l'Ariège, mais je me transcende un petit peu moins. Ça veut dire qu'on peut au moins interroger le tourisme comme moteur de développement dans les communautés de part et là dans le monde qui n'ont pas le travail comme valeur sociale et sociétale qui ne structure pas. Là, chez nous, ça peut marcher. Mais, vous voyez, rien qu'avec le temps libre, moi, je me projette. Je dis, on a beaucoup parlé du tourisme 4 saisons. On en parle encore beaucoup. C'est une très bonne idée. Mais le temps libre, ça ne vous a pas échappé que nous avons globalement 5 semaines de congés payés. Donc, sur 52, le reste, on bosse. Donc, pour arriver à générer du tourisme 4 saisons, il va falloir trouver la possibilité que des gens soient disponibles pour consommer notre offre. Donc c'est alors on appelle ça tantôt les ailes de saison, tantôt aussi, etc. Mais vous voyez, la notion de temps libre doit nous interpeller. Mais c'est pas tout, c'est que le temps libre, elle doit être accompagnée d'un deuxième fondement que j'appelle les moyens financiers, c'est-à-dire la capacité que l'on a à financer ses vacances. Et là, comme il y a des étudiants, j'en profite parce que je leur dis, je ne dis pas que les étudiants ne font rien, mais quand on est étudiant, on a un peu de temps libre. Sauf que des fois, ce qui manque, c'est les moyens financiers.
Et puis après, ils vont le savoir, puisque ce sont les Master 2, dans quelques mois, hop, ils sont de l'autre côté. Ils vont se retrouver, j'espère pour eux, avec des moyens financiers, mais ils n'auront plus de temps. Et quand on arrive à réunir les deux, simultanément, on devient, j'allais dire, le client potentiel. On devient le touriste potentiel. Et vous voyez, quand je disais que c'était un défi sociétal, alors, comptez pas sur moi pour faire de la politique, mais moi, je regarde la politique. Et quand je vois il faut retarder l'âge de départ à la retraite et qu'on veut faire du 4 saisons, il faudrait qu'on m'explique, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même les retraités qui viennent en partie nourrir le 4 saisons. Et ça ne fait pas que ça, les retraités, mais ça en fait partie. Non, on les retrouve dans les conseils municipaux, on les retrouve partout, et ils font tourner la société. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, vous voyez que la jonction des deux, la diminution du pouvoir d'achat, etc. J'ai vu les restaurateurs cet été, en Bretagne notamment, qui disent « on ne comprend pas », et sur la Côte d'Azur encore plus, « on ne comprend pas, les gens ont acheté un repas pour 4 ». Ben oui, parce qu'ils avaient du temps libre, puisqu'ils étaient en vacances, et je pense qu'il aura manqué les moyens financiers. Donc on voit bien la fragilité d'utiliser le tourisme, parce qu'en fait, j'allais dire, c'est ni vous ni moi qui gérons le pouvoir d'achat des gens, c'est ni vous ni moi qui gérons la flexibilité de l'emploi, donc on est obligé de faire avec. Et j'y reviendrai sur d'autres exemples plus tard. Le troisième, essentiel, c'est ce que j'appelle la liberté de se déplacer. Et c'était le deuxième point, je crois qu'elle évoquait Saskia Cousin hier à Montpellier. Enfin, je te regarde, je ne sais pas si tu y étais, mais tu aurais pu y être. Donc, la liberté de se déplacer. Quand je dis la liberté de se déplacer, par moment, alors ce sont des choses simples. Alors je vais prendre une histoire un peu ancienne, mais qui m'avait fait beaucoup rire, parce qu'il y avait un directeur d'office de tourisme, il y a longtemps, pas très loin d'ici, qui dans les années 90 revenait d'un salon à Tokyo. Et il revient et il nous dit « oh, c'est génial, parce qu'on était à Tokyo, là les Japonais, ils sont intéressés par les Pyrénées. » Et je me souviens, moi j'étais quand même assez jeune, et je lui dis « ouais, mais si un Japonais qui arrive, qui c'est qui lui répond ?» Voilà, qui c'est qui lui répond? Et quand je dis la liberté de se déplacer, ça nous est arrivé d'aller des fois dans des pays, etc. Ouais, tout est écrit dans la langue locale, tout est écrit ou pas écrit d'ailleurs, mais il y a cet élément-là. Et on voit bien, et c'est pour ça que le numérique a pris de la place, parce qu'en fait, il vient contribuer à la liberté de se déplacer, et Internet, souvent, il vient pallier ce manque-là. Et par moment, avant de partir en vacances, on va fouiller sur Internet pour se fabriquer sa liberté de se déplacer. Et vous voyez l'apport du GPS, qui a des inconvénients, parce qu'avant, vous avez tous connu, on partait en vacances, on avait une carte, et puis quand on allait quelque part, on était perdu, on baissait la vitre, on demandait à quelqu'un, on commençait à discuter. Aujourd'hui, on ne baisse plus la vitre, parce qu'on a peur de se faire agresser, suivant où on est, et on met son GPS, on est polonais, on le met en polonais, on est français, on le met en français, on est anglais, et on n'a plus besoin de discuter avec Pierre, Paul et Jacques. Et après, on trouve étonnant que les gens ne se parlent plus. Mais il n'empêche que moi, je m'interroge, et si on a poussé comme ça le GPS, etc., et si on l'utilise beaucoup en tourisme, je rentre, petite anecdote, je rentre d'une mission au Brésil, il y avait le secrétaire d'État au tourisme du Brésil qui nous faisait une grande démonstration sur un itinéraire des fromages, alors faire ça des Pyrénéens, on l'écoutait, son seul truc, c'était de nous dire, alors, ce fromager, il a ses coordonnées GPS sur Google. Il passait à l'autre, il nous dit, celui-là, il les a pas. Voilà, c'était son seul truc qu'il avait retenu. Donc on a passé comme ça 40 ou 50 fiches, c'était passionnant. Mais tout ça pour vous dire, c'est bien ça la liberté de se déplacer. Donc on voit bien, quand il y a des formations sur les langues, c'est les langues, mais c'est la culture. Et vous voyez comment ça s'est passé dans le monde. On a voulu développer le tourisme à l'international. Eh bien, pour garantir la liberté de se déplacer, on a inventé le concept de l'hôtel club. C'est-à-dire et je ne critique pas ceux qui le font, et j'ai eu des enfants, on y est allé, ne vous inquiétez pas, donc je me mets dans le lot. Mais l'hôtel club, c'est on clôture un espace, et dedans on y remet un univers, et dans ces hôtels, souvent la restauration la plus pratiquée, c'est la restauration internationale, et c'est surtout le steak frites. Voilà, mais je ne porte pas de jugement, c'est qu'en fait, moi j'essaye de comprendre, mais pourquoi c'est comme ça? Voilà, pourquoi c'est comme ça? La station de ski, elle est venue répondre à ce fondement. Enfin, ce n'est pas à vous, ici, en montagne, que je vais expliquer que s'il n'y avait pas de remontée mécanique, il y aurait moins de skieurs. Et que c'est quoi une remontée mécanique? C'est faciliter la liberté de se déplacer. C'est rien d'autre, parce que ça ne vous a pas échappé qu'on peut monter au sommet d'une montagne sans remontée mécanique. Mais du coup, ça ne fait peut-être pas marcher. Voilà. Donc, vous voyez, la liberté de se déplacer. Et la dernière,
elle est fondamentale, y compris, alors là on est au cœur de l'attractivité. C'est ce que j'ai appelé la liberté pour les populations locales d'accueillir. Et ça c'est un élément extrêmement important. Quand on veut développer un territoire, première chose qu'il faut se mettre, je ne parle pas dans le micro, pourtant ils m'entendent. Première chose, mais c'est pour l'enregistrement. Première chose qu'il faut avoir en tête, quand un territoire est en difficulté, si on rentre en premier par le tourisme, notamment, vous vous rappelez dans l'introduction, le touriste vient sur le lieu de production, on va se casser la figure. Pourquoi? Parce que quand vous développez des territoires avec le tourisme, et je le redéploierai sur un autre axe tout à l'heure, mais quand on développe en premier par le tourisme, comme le touriste vient sur le lieu de production, on se retrouve avec une logique. Je vais prendre le cas français, puis après je prendrai le cas international. Vous savez qu'en France, je ne me suis jamais amusé à compter le nombre de formations sur l'accueil dans le tourisme. Parce qu'on dit les Français ne savent pas accueillir. Donc si vous recensez en France le nombre de formations qu'on a pu faire, et des fois, ça ne remet pas en cause la qualité des formateurs, mais ça remet en cause quoi? Il y a des fois, quand on est sur un territoire, je pense à la Dordogne, par exemple, je pourrais en prendre d'autres. Quand on est sur un territoire, si on veut continuer à vivre au pays, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de travailler dans le tourisme? Il y a quoi comme activité? Des fois, il n'y a rien d'autre. Et je reste persuadé qu'il y a des gens qui sont des acteurs du tourisme aujourd'hui, ils n'ont pas choisi d'être des acteurs du tourisme. Je ne suis pas sûr que même, et je parle sous couvert, il y aura un jeu de questions, je ne suis pas sûr que tous ceux qui travaillent dans l'agritourisme, à un moment donné, ils l'aient tous choisi. Mais l'activité agricole se cassant la figure, eh bien la première dépendance, on l'a transformée en gîte, la deuxième, on a fait ci, on a fait ça, et parmi ceux-là, certains deviennent d'excellents professionnels, et puis d'autres, parce que c'est une activité par défaut, ils n'ont pas eu le choix. Enfin, j'imagine que vous êtes comme moi. Moi, quand je fais une activité que je n'ai pas envie de faire, ça s'appelle le minimum syndical. On fait parce qu'il faut faire, mais on ne va pas non plus révolutionner le monde. Voilà. Et donc, moi, je me dis, si on réfléchissait comme ça, au lieu de faire que des formations sur l'accueil pour améliorer, donnons peut-être la possibilité aux habitants d'avoir d'autres choix pour vivre au pays. Certains vont vivre du tourisme parce qu'ils l'auront choisi, et d'autres vont vivre de l'industrie, de l'artisanat, de l'agriculture, et ça va régler en partie le problème. Si je me transpose à l'international, ça c'est pour votre, je vais dire, curiosité, comme je vous disais, on a eu la chance de travailler pas mal à l'international, et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Et vous l'avez vu si vous avez voyagé, on voit le tourisme se développer, et qu'est-ce qu'on arrive dans la destination? Il y a des mendiants. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de vous dire, mais pourquoi il y a des mendiants ici? Est-ce que culturellement les gens mendient? Est-ce que c'est leur raison d'être? Ou je me dis, ils n'ont peut-être pas le choix. Mais vous vous rappelez ce que j'ai dit dans l'introduction, le touriste vient sur le lieu de production. Mais quand vous avez quelqu'un qui a des revenus et quelqu'un qui est sur le territoire qui n'en a pas, ben il va chercher à les exploiter. Donc ça, c'est le premier niveau. Je vais vous prendre un exemple, que vous devez connaître. J'ai travaillé sur la petite côte à Sali, au Sénégal. Quelqu'un qui bossait dans un hôtel gagnait, quand j'y bossais, 150, 170 € par mois, bon, ce qui permet de faire vivre une famille. Sauf que le mendiant sur la plage, il en gagnait 200 ou 300. Il en gagnait 200. Donc comme je dis, je sais pas si les étudiants, je le dis souvent, ne vous amusez pas à aller faire le mendiant à l'improviste à Sali, parce que c'est un secteur informel, mais hyper organisé. Parce qu'à 200 ou 300 €, ça vaut le coup. Mais le problème, c'est qu'il y avait un autre métier, je le dis de manière... j'allais dire avec toute la gravité qu'il faut, ben c'est la prostitution. Pareil, on se pourrait se poser la question, mais pourquoi les enfants au Vietnam, pourquoi en Thaïlande, il y a des enfants qui se prostituent? Ben oui, mais vous amenez quelqu'un avec un pouvoir d'achat dans un territoire qui n'a pas réglé les conditions, donc ben, il trouve une solution. Donc, vous voyez, donc si vous avez vu le programme du millénaire qui était la réduction de la pauvreté dans le monde au XXIe siècle, on ne part pas bien, mais il y avait ça. Et il y avait un sous-programme qui était réduction de la pauvreté dans le monde. Voilà, il y avait le secrétaire général de l'OMT à une époque qui disait « Là où le tourisme progresse, la pauvreté régresse ». Si c'était vrai, on y sauterait à pieds joints. On y sauterait à pieds joints. Et malheureusement, j'allais dire, dans certains pays, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, donc ça, c'est ses fondements. Et là, si vous voulez que le tourisme soit facteur de développement, il faut mettre des actions en place qui vont faire que vous remplissez ces 4 fondements et vous dites comment j'ai travaillé. Alors, le temps libre et les moyens financiers, les gens du marketing, ils font simple, ils disent ça s'appelle un marché. C'est avoir des gens
qui ont du temps libre et des moyens financiers, et qui acceptent de le consacrer à l'offre touristique que vous avez mise en place. Voilà. Et pour aller un peu plus loin, pour que vous compreniez bien, si vous vous rappelez, et je trouve que c'est une bonne chose, il y a eu les 35 heures qui ont été largement critiquées, et la presse touristique, les spécialistes touristiques de l'époque, éclaironnés partout, avec les 35 heures, c'est le boom du tourisme. Mais non, parce que ça a donné du temps libre, mais pas de moyens financiers. Et donc ceux qui sont de mon âge, rappelez-vous ce qui a fleuri au moment des 35 heures, Jardiland, Monsieur Bricolage, enfin, j'en passe, Baobab, je sais pas quoi là, j'en passe des meilleurs, parce que qu'est-ce que vous faites? Mais quand vous bricolez chez vous, vous réglez ce problème, c'est-à-dire que vous avez du temps libre et pas de moyens financiers, mais au lieu de faire venir un artisan, vous bricolez vous-même, plus ou moins bien, mais vous bricolez, voilà, donc, voyez, donc le grand concurrent du tourisme, quand on a compris ça, c'est pas d'aller se battre contre je sais pas quel marché, quand on n'a que du temps libre, on se bat contre un concurrent qui s'appelle du bricolage ou du jardinage. Donc c'est pas la même façon de regarder les choses. Voilà. Je ne vais pas plus loin, il y aurait 50 000 choses à dire. Ensuite, je me suis dit, on va décliner l'activité touristique. Un touriste, quand il structure, ou un territoire, quand il structure son offre touristique, sur quoi il s'appuie? Donc c'est ce que j'ai décliné des principes. Premier principe, c'est ce que j'ai appelé le principe climatique. On va chercher le soleil, on va chercher la neige. Vous êtes d'accord avec moi que les grands flux touristiques dans le monde, ils sont essentiellement liés à la météo. Et vous avez vu comment les météos, qui n'a pas de météo sur son téléphone, sur sa montre connectée, ou qui n'en a pas 15 météos, et qui ne la regarde pas sans cesse, et qui, quand il veut partir en week-end, commence à regarder la météo, et suivant ce que disent les prévisions, qui sont des fois indices 2 sur 5, autrement dit, on n'en sait rien, mais si ça dit pluie, là, on dit, oh, mais c'est pas grave, c'est 2 sur 5, ça va changer. Par contre, s'il fait beau, on y croit, dur comme fer. Voilà. Donc, on voit bien le principe climatique. Et on voit bien comment ça s'est structuré. Après, je vais les énumérer et après, je vais les commenter. Le deuxième, c'est la durée du séjour. C'est-à-dire, quand vous partez, vous et moi, et les territoires, vous offrez du court séjour, du moyen séjour, du long séjour, du machin, etc. Et on va voir comment ça marche. Le troisième, c'est la fidélisation. Ceux qui ont travaillé et ceux qui travaillent dans les structures touristiques, on cherche à fidéliser les clients. On cherche à fidéliser les clients. Et c'est une bonne chose de le faire. Sauf qu'on verra les difficultés que l'on mène. Le quatrième, c'est le principe de commerce et de service. Autrement dit, un territoire, pour qu'une activité touristique génère du monde et pour qu'un touriste se déplace, il regarde, et là on voit bien les sites internet jouent ce rôle. Sur tous les sites internet, ici il y a la pharmacie, on dit tout ce qu'il y a sur un territoire. Et la prise de décision pour venir, ça va être de dire, s'il y a des commerces et des services, on y va, s'il n'y a rien, si c'est un trou perdu, on n'y va pas. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Et le dernier, c'est la place de l'activité touristique parmi l'ensemble des activités. Ça n'a pas changé, c'est ça? Ah pardon, vous aviez vérifié? Non, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc je me suis dit, maintenant je vais regarder avec ces 4 fondements et ces principes, je vais regarder l'histoire du tourisme, je vais la revisiter. Donc, et je vais la revisiter au sens l'activité touristique comme facteur de développement. Donc j'ai regardé et je me suis dit, mais quand c'est que les 4 fondements ont été réunis simultanément? On ne va pas disserter ce soir, mais vous pourrez me poser des questions ou me contrer. Mais ce que j'ai identifié, c'est que ces 4 fondements, on les vérifie pour la première fois, et notamment c'est le dernier, la liberté d'accueillir, au moment de ce qu'on a appelé de l'hivernage des Anglais, fin du 18e, début du 19e. Et là, je me suis dit, au moment où le tourisme se structure comme outil de développement, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Le fameux truc, donc, comment ça marche? Et donc, j'ai interrogé mes principes et j'ai dit, comment ça marche? Eh bien, quand l'hivernage des Anglais viennent, les Anglais viennent passer l'hiver sur les côtes méditerranéennes, entre autres. Et pourquoi ils viennent passer l'hiver sur les côtes méditerranéennes? Entre autres, parce que le climat est meilleur que chez eux. Et comme je dis, faire en sorte que sur la Méditerranée, le climat soit meilleur que sur les côtes anglaises, avec tout le respect que je dois à nos amis anglais, c'est quand même pas un exploit. Voilà. Donc ils viennent là. Deuxièmement, quand on vient l'hiver, et on va se projeter, quand on vient l'hiver sur la côte d'Azur, quand on vient l'hiver, le soleil n'est pas très fort. Et donc du coup, on ne bronze pas. Et donc du coup, on garde la peau blanche. Et sociétalement parlant, garder la peau blanche au 18e, ça signifie dans la société, je ne travaille pas.
Parce que celui qui a la peau bronzée, celui qui travaille, vous voyez où je vais en venir dans l'évolution. Vous voyez où je vais en venir. Et donc, du coup, ce principe climatique, en fait, quand le tourisme se structure, il est à très faible risque. Il est à très faible risque. Ça veut dire que, en gros, je fais reposer mon activité touristique sur le climat, mais je ne prends pas de risque. Et là aussi, vous voyez où je vais en venir. C'est que petit à petit, autant sur le littoral qu'en montagne, on a, sans le faire exprès et sans volonté, on a augmenté le risque climatique. Et une des difficultés que l'on rencontre, j'y reviendrai après sur le ski, mais comme j'y reviendrai sur le balnéaire, une des difficultés aujourd'hui, c'est le risque climatique qui est beaucoup trop élevé dans beaucoup d'activités touristiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. Ça veut dire qu'il faut s'en méfier comme moteur de développement. Et comme je n'aime pas la voiture, je vais reprendre l'exemple de la voiture, c'est un peu comme si le climat devient la matière première. C'est un peu comme si un fabricant de voitures ne se posait pas la question de savoir s'il allait être fourni en matière première. Vous vous rappelez justement Stellantis, quand il y a eu le Covid, il a manqué de je ne sais pas quoi, de vis, de je ne sais pas quoi, il a arrêté la production. Nous, on est dans ce cas de figure. On structure une activité avec un risque, avec notre matière première, qui est à haut risque. Et là aussi, ça ne vous a pas échappé, on ne maîtrise pas le climat. Et tant mieux. Et tant mieux. Mais on ne le maîtrise pas. Donc on a fait reposer une activité, et on fait reposer une activité sur une matière première que l'on ne maîtrise pas. Et suivant ce qu'on met en place, on la met à très haut risque. Donc il faut faire attention à la place qu'on donne au tourisme. La deuxième, c'est la durée du séjour. Mais les aristocrates anglais, je vous l'ai dit, ils avaient la peau blanche, ils ne travaillaient pas, c'était 4 à 6 mois. Et vous savez, aujourd'hui, la durée moyenne du séjour, on est autour de 4 jours. Voilà. Je fais court, c'est un peu plus, mais je fais court, 4 mois, 4 jours. Donc ça veut dire que tous les 4 jours, un territoire, il remet les compteurs à zéro pour se dire, mon activité, il faut que je recommence. Il faut que je recommence. La fidélisation. Les aristocrates anglais, ils construisaient leur villa, ils faisaient tout un... Voilà. Au début, ils étaient fidèles à un territoire. Ils faisaient fidèles à un territoire. Et aujourd'hui, peut-être d'ailleurs, et que la pandémie va nous ramener sur des choses comme ça, mais aujourd'hui, comme je vais prendre cet exemple, et je fais du van, donc je m'inclus dedans, même si je n'ai pas ça, mais quand vous suivez un camping-car ou un van, vous avez déjà remarqué ce qui est affiché derrière? Tous les autocollants des destinations. Vous savez que voilà, pas vous, moi non plus. Mais... Et je ne critique pas, tout ça pour dire, vous avez remarqué que le derrière du camping-car, c'est ce que vous voyez le moins, vous. Par contre, c'est ce que voient les autres. Et pourquoi on affiche ça? Parce qu'aujourd'hui, socialement, on dit je suis allé là, je suis allé là, je suis allé là, et c'est moins porteur dans la société que de dire ah moi, ça fait 30 ans que je vais au même endroit et je n'en bougerai pas. D'accord? Et vous rappelez le film Camping, hein, une partie de l'intrigue, c'est ça. Claude Vasseur, il n'est pas content parce que quelqu'un lui a pris son emplacement, d'accord? Et tout ce travail-là. Donc, mais à l'époque, c'était ça, on voulait toujours aller au même endroit. Et on voit bien là aussi comment les professionnels du tourisme, ils cherchent à fidéliser. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce que, voilà, socialement, il faut changer de destination et en même temps, l'offre a complètement explosé. Aujourd'hui, on est incapable de faire l'état des lieux de l'offre de tourisme dans le monde, je veux dire, tellement il y en a. Donc, c'est compliqué. La présence des commerces et des services, ça c'est pour l'attractivité, c'est un élément essentiel. Quand les aristocrates, quand il y a la première phase, cette phase que j'ai appelée d'élite, quand elle se met en place, il y a peu de touristes, mais qui génèrent énormément de services. Un aristocrate, il a besoin d'un cuisinier, il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de son courrier, qui le transporte, qui lave son linge, qui machin, etc. Donc on a une toute petite quantité de personnes qui génèrent énormément de services. Et du coup, eh bien, ça veut dire que sur un territoire, peu d'individus suffisent à faire tourner l'économie du territoire. Et là aussi, vous voyez où je vais en venir, comme ça je vais gagner du temps pour rester dans les délais. Avec la massification du tourisme, on a inversé ce dispositif, et je vais l'expliquer après. Et aujourd'hui, on a souvent beaucoup de touristes pour peu de services. Et je vais vous expliquer ce que ça génère. Dernier point, c'est l'activité touristique. Quand les aristocrates anglais viennent, eh bien, les habitants de la Côte d'Azur, de la Côte Atlantique, ils vivent d'autres choses. Ils vivent de l'agriculture, ils vivent de la conchyliculture, ils sont pêcheurs, etc. Ils ont un revenu. Certes, pas très fort, mais ils ont un revenu. Et le tourisme vient comme un complément. Et vous verrez que c'est quelque chose sur lequel j'attache beaucoup d'importance. Et en plus,
ça ne vous a pas échappé, on est dans une France, et si on prend la France, mais les autres pays, on est dans un territoire agricole, et qu'en plein hiver, l'activité agricole, c'est à ce moment-là qu'elle est réduite. Et vous voyez comment, sans le vouloir, avec la démocratisation du tourisme, je vais y venir après, on a inversé les saisons, et le problème de l'été, quand on vit un territoire agricole, eh oui, mais je ne peux pas et être le professionnel du tourisme et faire les moissons, faire les récoltes, etc. Donc on voit bien comment le conflit s'est mis en place. Donc, lorsque j'ai ces principes qui se comportent comme ça, c'est ce que j'appelle une phase d'élite. Alors l'élite, ce n'est pas l'élite financière, c'est la minorité de gens qui structurent la destination. Je vais y revenir après. Arrive une deuxième phase, c'est l'arrivée à la démocratisation du tourisme, le Front populaire 1936. Ici, je suis sûr que tout le monde est convaincu que la démocratisation, l'accès des congés payés, c'est une avancée sociale sur laquelle il ne faut surtout pas revenir. Il vaut mieux le dire, parce qu'on se demande des fois, mais il vaut mieux le redire. Pas ici, mais si ça fait écho. Donc, restons vers c'est une avancée sociale, sauf que derrière, on donne la possibilité, congés payés, temps libre et moyens financiers. Donc, on donne potentiellement la possibilité à des gens d'accéder aux vacances. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va organiser, et les congés payés, on les donne au mois d'août, en été. Et au départ, et là aussi il ne faut pas le perdre de vue, pourquoi on a donné les congés payés au mois d'août? Parce que les enfants étaient en vacances l'été. Mais les enfants n'avaient pas été mis en vacances pour partir en vacances. Ils avaient été mis en vacances pour aller aider les parents dans les champs. Donc on a structuré, et aujourd'hui il ne faut pas le perdre de vue, on a structuré une activité touristique, et on structure une activité touristique qui repose sur un rythme qui n'a pas été pensé pour ça. Ne le perdons pas de vue, on va faire avec et on va s'en arranger, et on s'en est bien arrangé. Mais à l'origine, le rythme des vacances n'est pas du tout lié au tourisme. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que vacances égale tourisme. Voilà, donc pas vraiment. Le problème, c'est qu'on part l'été. Et en partant l'été, désormais, les congés payés, je passe sur, malheureusement, il faudrait y passer du temps, mais second conflit mondial, crise de 29, etc., on peut sauter aux 30 glorieuses. Dans les années 60, c'est là que le tourisme et les gens partent en vacances. D'accord? Bien, et ils partent l'été. Mais dans cette période-là des 30 glorieuses, il y a un exode rural massif, et désormais, on passe des champs au néon. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que quand on passe des champs au néon, vous rappelez ce que j'ai dit sur les aristocrates anglais, eh bien celui qui a la peau blanche, c'est plus celui qui travaille, c'est plus celui qui est en vacances, comme au 18e, c'est celui qui bosse parce qu'il est sous les néons. Et celui qui va être bronzé, c'est celui qui part en vacances. Et du coup, les vacances vont se structurer à la recherche du bronzage. À la recherche du bronzage. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, quand on est au mois de mars, enfin je ne suis pas ça de près, et je ne lis pas ça de près, mais la presse féminine, d'abord on passe par le rythme les régimes minceurs, et après la série de crèmes à bronzer, laquelle est la plus performante? La presse masculine aussi, hein, si je peux me permettre. Comment la presse masculine aussi, hein. Oui, alors, Jean-Line, non, mais quand je dis ça, je le dis, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais parce que la société, elle est quand même genrée sur ces choses-là. Parce que je suis désolé, alors parce que vous me mettez sur ce terrain, quand je vais à la pharmacie, désolé, mais malheureusement, quand je rentre à la pharmacie, d'abord, il faut passer l'étape parapharmacie, et dans l'étape parapharmacie, les posters, il n'y a pas beaucoup de mecs hein, en poster. Et ça, c'est pas moi. Pourtant, ils consomment parce que maintenant. si c'était moi, ce ne serait pas ça, il n'y aurait pas du tout de parapharmacie. Mais, non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, et les vacances se sont structurées. Les agences de voyage, dans les catalogues d'agences de voyage, regardez ce qu'on met en photo, ou ce qu'on mettait, d'accord? Donc c'est pour ça que je provoque, et en plus ça marche. Donc, non, mais c'est tout, c'est pas aussi simple que ça le tourisme. C'est-à-dire que derrière, il véhicule plein de choses. Et il faudrait vraiment beaucoup de temps, mais par contre, je suis d'accord avec la remarque et je l'accepte très volontiers. Donc on a cet élément sur la condition climatique, on va aller rechercher. Et du coup, mécaniquement, sans que personne n'y pense, on fait monter le risque climatique. Parce que ça ne vous a pas échappé, pour bronzer, il faut du soleil.
Et vous avez vu qu'avec le changement climatique, maintenant, le littoral va être en difficulté parce qu'il y a tellement de soleil qu'à 50 degrés, on ne va plus pouvoir y aller. On en reparlera sur les atouts de la montagne. Donc, et je vais expliquer le ski, puisqu'on est à la montagne ici, donc je vais mettre le ski dans le contexte tout à l'heure. Donc, on a le risque climatique qui augmente. Les congés payés, malheureusement, on a donné 1 semaine, puis 15 jours, puis on est à 5 semaines, mais on n'a pas, comme l'aristocratie anglaise, on n'a pas 4 mois de vacances. Donc la durée de séjour se compresse. Ça veut dire que, je répète, un acteur du tourisme, quasiment toutes les semaines aujourd'hui, il remet les compteurs à zéro pour développer son activité, quoi. Et c'est pas gagné, quoi. Enfin, je veux dire, j'imagine qu'il y en a là, il faut aller les remplir, quoi. Il faut y aller, quoi. Et on prend des risques toutes les semaines. C'est une activité à haut risque. La fidélisation, je l'ai commencé à le dire tout à l'heure, je ne m'éternise pas, mais la fidélisation, le truc, c'est qu'aujourd'hui, si on veut être bien vu en société, il faut avoir été partout. Voilà. Et il faut afficher les destinations. Peut-être que ça va changer, mais on n'en est pas là. D'ailleurs, vous voyez, ça me fait faire une petite incursion. On dit le tourisme de proximité, c'est l'avenir. Bien sûr qu'il y a des avantages, mais tant que socialement, on continue à laisser penser que c'est quand on voyage et qu'on multiplie les destinations que socialement on est plus reconnu, le tourisme de proximité, il va avoir des difficultés à devenir une activité pérenne. Voilà. Vous voyez, quand on comprend ça, on peut réagir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on pousse et quand on veut faire baisser le bilan carbone, il faut que sur l'activité touristique, j'allais dire, j'y reviendrai aussi en conclusion, mais c'est pas tant forcément, c'est pas dire aux gens arrêtez de prendre l'avion. Si en même temps on leur dit, mais si tu veux exister socialement, il faut que tu multiplies les destinations, il va prendre l'avion, hein. Surtout quand il est moins cher que le train. Pourquoi il s'en priverait? Voilà. Donc on voit bien les mécaniques. La présence des commerces et des services. Alors ça, c'est l'essentiel, et c'est là-dessous où il faut faire gaffe, surtout quand on parle d'attractivité. C'est que là, les commerces et les services, à partir du moment où vous faites venir du monde, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Vous faites venir du monde et on rentre dans la logique, mais puisqu'il y a du monde qui vient, on va tirer du monde. Et je vous rappelle qu'avec la démocratisation du tourisme au début, c'est la demande qui dicte un peu l'offre. Les gens s'organisent tant bien que mal. Qu'est-ce qu'on fait? On va arriver à saturer les services, quel qu'il soit, un commerce, etc. Et quand on le sature, il perd en qualité. Comme il perd en qualité, on va devoir baisser le prix. Et comme on a baissé le prix, comment on compense? On augmente la fréquentation. Comme on augmente la fréquentation, on baisse la qualité, et c'est le cercle vicieux des grandes destinations touristiques qui se retrouvent, je ne sais pas, il n'y aura personne de Lourdes, mais moi qui habite pas très loin, à Lourdes, on arrive à trouver une pension, demi-pension de 3 étoiles, à entre 25 et 30 euros. Alors si vous aimez l'omelette lyophilisée et le jambon puré, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez la gastronomie, vous n'êtes pas au bon endroit. Mais pourquoi? Parce qu'à 25 ou 30 euros, professionnel, ça ne marche pas aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est lié, parce qu'ils ne peuvent pas garantir. Par contre, en 40 minutes, un grand hôtel lourdais, il vous sert 600 repas. Donc à 600 repas en 40 minutes, il fait ce qu'il peut. Voilà. Et ça a dû vous arriver comme ça nous arrive à tous. Vous êtes dans des grandes destinations touristiques, je viens de souvenir à l'île de Bréa par exemple, où je bois un pot avec les amis et la famille, et puis on n'avait pas fini de boire un pot, on nous dit, bon, vous voulez autre chose? Non, on a à peine fini. Bon, mais si vous pouviez partir, on a tous vécu ça. Et c'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est pas parce que... c'est que on est parti dans cette spirale, et il faut qu'ils remplissent, pour des fois gagner une misère. À Gavarnie, je leur ai souvent dit sur ce registre, vous avez une mine d'or avec votre cirque, sauf que vous l'exploitez comme une mine de charbon. Vous creusez. Cet été, ils ne savaient pas où mettre le monde. Mais je dis, mais transformez-moi ça en mine d'or. Il n'y a qu'eux qui ont le cirque de Gavarnie. Et puis je pourrais prendre des exemples dans tous les territoires. Et le dernier, comme le monde arrive, et qu'on est dans les 30 glorieuses, dans cette période-là, où l'agriculture, des prix agricoles, la politique européenne qui commence à se mettre en place, etc., je vais vite. Ces activités, notamment l'agriculture, mais ça vaut pour l'industrie, on peut en parler en Ariège, et y compris pour l'artisanat, qui commence à connaître des difficultés. Le tourisme, lui, connaît un essor. Petit à petit, le tourisme gagne de la place, et là où il était une activité complémentaire, il devient une activité principale. Mais les fondements existent toujours, la fragilité que je viens d'évoquer existe toujours, et là, cette bascule que personne n'a cherchée, elle est contextuelle.
elle est devenue, j'allais dire, peut-être le principal mot de plein de territoires. Et comme on a appris à l'école qu'on était leader sur un territoire si on était en mono-activité, eh bien les professionnels du tourisme ont voulu booster le tourisme à un point où ils étaient seuls sur le territoire. Et les stations de ski en ont fait partie, mais ce n'est pas les stations de ski, c'est parce que sur une activité de montagne, la station de ski a pris le dessus, et je vais y revenir après. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis de mettre en évidence, et ça c'est extrêmement important? Eh bien, c'est que toute destination touristique, au départ, il y a une petite minorité qui l'a créée. Au début, il y avait quelques skieurs, et puis après, au début, il y avait quelques baigneurs, et puis etc., etc. Et la masse, vous savez, quand on démocratise, il se pose toujours, mais où on peut aller en vacances? Et notamment dans cette période, quand on ne savait pas où aller, quand on n'a jamais connu le tourisme, où on peut aller, mais il y avait 2 destinations, et qui existent toujours aujourd'hui. On va là où les autres vont, donc c'est-à-dire l'élite, et on va dans la famille. Et vous voyez comment le secteur non marchand reste encore extrêmement important aujourd'hui, et le reste, on va. Donc c'est ce qui explique que la Côte d'Azur fasse partie des plus grandes destinations dans le monde, parce que l'aristocratie anglaise y est allée, et ensuite la masse la rejoint. Et qu'a fait l'élite? Et je vais arriver aux stations de ski, mais quand elle voit arriver la masse, elle s'en va. Sauf que c'est l'élite qui donne de la valeur au territoire. Et donc après, vous vous rappelez mon principe de service, s'il ne vous reste plus que de la masse, en fait, vous êtes dans la mine de charbon. Et le problème, c'est que la mine de charbon, ça ne générera jamais de valeur ajoutée. Et on le verra, un des enjeux, et l'attractivité, le lien à l'attractivité, c'est comment on transforme nos mines de charbon en mines d'or, pour faire une image. D'accord? Donc, l'élite s'en va. Mais vous vous rappelez ce qui fait la distinction, à quoi on reconnaît un touriste? On reconnaît un touriste à son bronzage. Donc vous voyez déjà que si je pousse aussi le bouchon, on va faire comme tout à l'heure, ça veut dire que cette logique du tourisme, elle s'applique aux pays du Nord pour le bronzage. Il ne faut pas avoir peur de regarder les choses en face. Le tourisme, il est fait pour nous. Donc quand on m'explique que le tourisme, il est fait pour les pays en développement et les pays du Sud, oublions. Il est fait pour nous qui y allons. Voilà. Parce qu'il repose sur ça. Et si vous regardez l'organisation du tourisme mondial, elle est faite, passez-moi l'expression, mais de bronzage en bronzage. Donc ils sont partis ailleurs. Et quand on est sur l'été et que la masse et l'élite va bronzer, le problème c'est qu'à la fin du mois d'août, comment on reconnaît l'élite et la masse? Tout le monde est bronzé. C'est là que le ski arrive. On part au ski l'hiver. On part au ski l'hiver. Pourquoi? Parce que quand je suis l'élite, je suis bronzé l'été comme tout le monde, mais l'hiver, il n'y a que moi. Et ma génération, et je pense que Jean-Bois, on est de la même génération, mais vous habitez la montagne, donc on a vu tout à l'heure que je n'habitais pas la montagne quand j'étais jeune. Eh bien, quand on rentrait du ski en février, l'instit interrogeait les 2 ou 3 qui avaient fait du ski, et nous, on prenait bien soin de garder les marques du masque. Ça, c'était bien vu. Aujourd'hui, le mec qui rentre avec la marque du masque, il ne va rien lui manquer. Mais à l'époque, tout le monde avait la marque du masque. Pourquoi? Parce que ça veut dire... Moi, je fais du ski. D'accord? Donc, si je pousse, et là je vais vous provoquer un peu, si je pousse jusqu'au bout, il faut juste se dire qu'aujourd'hui, on fait du ski avant tout pour bronzer, pas pour faire du ski. Ah, je savais que j'allais... Mais une fois qu'on a compris ça, et d'ailleurs, il y a des responsables de stations de ski. Oui. S'il n'y a pas de transat en haut de la station, s'il n'y a pas de transat aujourd'hui, si la terrasse n'est pas au top, et je ne sais pas si vous avez calculé le nombre moyen de descentes par skieur. J'ai un micro si vous voulez c'est pas pour vous, et si vous ne le savez pas, je peux le dire, mais c'est juste pour dire, et je ne suis pas, vous allez voir, je suis un fervent défenseur du ski, mais il faut juste comprendre comment ça marche. C'est-à-dire, et c'est ce qui explique, vous allez voir, et là je reparle, donc vous avez dans votre station, vous avez le nombre, à peu près? À propos de? Le nombre de? Nombre de descentes moyennes par skieur. Non, je peux pas vous en dire. France, je vais vous le dire, et là, je pense qu'il y a beaucoup plus de skieurs que de bronzeurs, on est autour de 4 à 5 descentes par jour.
Alors, Alpes confondues, c'est-à-dire avec des pistes plus grandes. Les gens n'y vont pas. Et je parle sous votre couvert, puisque vous dirigez une station. Qu'est-ce qui se passe quand il y a de la neige au mois d'avril et au mois de mai? Je ne dirige pas de station, hein, excusez-moi. Je dirige des écoles de ski. Ah, d'écoles de ski. Voilà. Mais enfin, vous savez de quoi parle une Oui, station. bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand la neige est bonne en fin de saison avec le changement climatique? On a des chutes de neige avec de la neige très bonne. Toutes les stations qui ont voulu ouvrir, ne serait-ce qu'aux vacances de printemps désormais, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de clients. Parce que les gens ont vu le soleil et ils sont allés à la plage. Et donc, quand on a compris ça, par exemple, et je le redis, quand on a compris cette mécanique, le principal concurrent des stations de ski pyrénéennes, ça n'a jamais été les Alpes. Et vous voyez le nombre de politiques publiques qu'on a mis en place pour essayer de faire comme les Alpes. Pourquoi? Parce que les Alpes, elles ont 1500 mètres de plus de dénivelé que nous, elles sortiront toujours gagnantes. Parce que nous, on peut pas, on a beau se mettre sur les épaules les uns des autres, on ne les gagnera pas, les 1500. Statistiquement, quand même, l'hiver, il fait plus mauvais que l'été, non? Comment? Statistiquement, normalement, l'hiver, il fait plus mauvais que l'été, quand même. Il y a moins de soleil. Ah non, mais par contre, neige plus soleil, ça marche mieux que l'été. Ça marche mieux que l'été. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que, franchement, tous les gens, la majorité des gens qui viennent au ski, ils viennent pour bronzer. Mais bon, c'est une opinion. Alors, à la plage, par contre, là... Ben pourquoi ils quittent? Alors, si moi je viens faire du ski, pourquoi quand le soleil revient, je pars à la plage au lieu de continuer au ski alors que la neige est bonne? Il faut juste qu'on me dise, moi c'est dès qu'on me dit, ah mais non, mais parce qu'en fait il va faire du ski sur la dune du Pilat, j'entends, mais vous voyez ce que je veux dire, il va bronzer. Et surtout, mais ils vont où quand on regarde la concurrence du marché pyrénéen? C'est le Maroc, c'est la Tunisie. Eh oui, donc, alors certains vont faire le Toubkal, mais c'est pas nous le Mgoun, mais c'est pas non plus la majorité des gens. Donc, honnêtement, très honnêtement, et je le dis, parce qu'en fait, pour arriver à comprendre comment on va pouvoir travailler dans le ski, il faut juste comprendre que, et vous avez été obligé de faire, enfin je dis vous êtes école de ski, mais les stations dans leur ensemble ont été obligées de lisser les skis, on a été obligé de faire des skis paraboliques. Parce que les gens qui viennent skier, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure sur les solutions, on n'est plus des bons skieurs, enfin je veux dire ma génération, on skiait avec des 1m95, on skiait les pistes rouges, personne ne savait les damer, on avait des bosses à la fin de février qui étaient très hautes. Aujourd'hui, vous faites ça, il n'y a plus un skieur. Et je ne critique pas, je ne porte pas du jugement. Et j'entends la remarque, mais très honnêtement, on a bien bossé la question. Moi, il faut qu'on me démontre que les gens viennent pour skier. Parce que quand on fait 4 à 40 balles, d'une manière générale, le forfait par jour, 4 descentes, ça fait 10 € la descente. Pierre, vous provoquez, du coup, ce serait bien peut-être d'entendre la salle qui a forcément plein de réactions. Et juste vous préciser qu'il nous reste à peu près 3/4 d'heure, 50 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Est-ce que vous pouvez vous présenter avant de poser votre question ou de faire votre remarque? Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes, David Marfin, je suis propriétaire d'un camping et d'un espace multi-activités et ancien moniteur de ski, donc j'étais dans le sens de M. Pierre Torrent qui me permet ponctuellement d'intervenir sur les formations de l'ISTIAS, sur les formations montagne. D'abonder dans l'autre sens, c'est une réflexion et je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai qu'on injecte, vous parlez, c'est au centre de votre déroulé, le réchauffement climatique, mais des décideurs vont mettre en avant, vont demander à des enneigeurs, à des snowmakers de se battre pour être les premiers. Est-ce que dans nos Pyrénées, on n'a pas une frilosité par rapport aux Alpes, toujours à se comparer aux Alpes, et surtout d'être les premiers à ouvrir, alors que un euro qui est investi dans le ski nordique ou le ski de piste va ramener plus à un restaurateur d'avoir ses terrasses ouvertes au mois d'avril, et comme il est dommageable dans les chutes de neige tardives de voir les stations fermées, et tout ce qui est le tourisme périphérique, de voir les restaurants qui ferment, où il est impossible à Axe-les-Thermes de manger à 13h à partir du mois de mai, à partir du moment où les Espagnols ne sont pas encore là. C'est impossible, j'étais avec... Oui, alors, je ne vais pas répondre à ça parce que d'abord, ou alors il faut me dire il y a 5 jours, parce que les réponses sont compliquées. Et en plus, c'est exactement ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire que si, j'allais dire globalement, des fois on dit « Ah, mais le tourisme, il ne marche pas bien ». Alors, il y a deux façons de dire. On dit « Ceux qui décident mal », ou il y a une autre façon, c'est de dire « Mais pourquoi ils ont décidé ça ?» Et c'est moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dézoomer pour se dire, par moment... J'allais dire, si on a développé, le ski, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une demande, et il y avait du besoin du ski, puis il y avait de la neige, et il y avait etc., etc., etc. Mais je peux interroger les directeurs de l'époque.
certains, il ne reste plus beaucoup, mais ils ne se sont pas posé la question de faire augmenter le risque climatique. Parce qu'une station de ski, donc admettons, on vient pour le ski. Pour skier, il faut de la neige, mais il n'en faut pas trop, parce qu'on n'accède pas à la station. Il faut du soleil, parce qu'on ne vient pas quand il fait froid, mais il n'en faut pas trop, parce que la neige fond. Il faut du froid, mais pas trop, parce que le skieur est bas quand il fait trop froid. Et tout ça pendant les vacances scolaires et les week-ends. Est-ce que vous voyez l'équation? Donc, vous voyez, ce que j'essaye de montrer, c'est que le ski, en fait, et là aussi je provoque volontairement, parce qu'il faut l'entendre, bien sûr que le changement climatique fait qu'il y a moins de jours d'enneigement, bien sûr qu'il reste de la neige et qu'on va pouvoir skier, etc. Mais structurellement, l'activité ski, son problème, c'est le risque élevé climatique que ni Pierre-Paul ou Jacques ne mesurent. Et donc, du coup, mon discours, pour aller au concret, c'est que pour arriver à maintenir les stations, et je pense qu'il faut, enfin je pense pas, je suis sûr qu'il faut les maintenir, sinon je ne sais pas où on va trouver les emplois, il faut le maintenir, mais pour le maintenir, il faut absolument développer d'autres activités pour avoir des revenus complémentaires pour les gens, parce que sinon la station la pauvre, moi j'aimerais pas être un directeur de station. Il est quasiment le seul employeur, et passez-moi l'expression, le mec il doit gérer un truc qu'il ne maîtrise pas. Il maîtrise la neige de culture, il maîtrise, et je le dis souvent, hein, je pense que parmi les professionnels du tourisme, l'hôtellerie de plein air et les professionnels du ski sont certainement les plus grands professionnels du tourisme. Et il y a des industriels, alors là je vais y aller, qui je pense aimeraient avoir leur process. Sauf que le pauvre directeur de station, il y avait le directeur de Lussardinen à une époque qui me disait: moi, il me tarde le changement climatique. Le jour où j'ai plus de neige à gérer dans ma station, je serai le plus heureux. Parce qu'il me dit, j'arrive pas à la gérer. Un jour, il y en a, un jour, il n'y en a pas, un jour, il y en a, un jour, il n'y en a pas. J'arrive pas à la gérer, quoi. Donc, vous voyez, de comprendre que le risque climatique, ça veut dire que nos réactions et nos politiques ne doivent pas être liées qu'au changement climatique. Elles doivent être liées comment je réduis le risque pour les stations. Et donc, ça veut dire qu'on inverse un process, ça veut dire que tout d'un coup, être une station de ski importante sur le territoire, c'est sans doute ne plus être l'activité essentielle. C'est-à-dire que l'agriculture reprend le dessus, etc., etc. Il va falloir des années. Mais ça veut dire qu'il faut l'accompagner. Parce qu'on a beau trouver les parades contre le changement climatique, le risque climatique de la station restera toujours élevé. Et ça, personne n'y peut rien. Tant qu'il faudra du soleil, du froid, du machin, et tout ça pendant des vacances et pendant des week-ends. Et vous l'avez vu, des fois, il y a des stations de ski, un week-end de mauvais temps, et cling, ça bascule dans le rouge. Ouvert à Pâques parce que la neige est bonne, et cling, ça bascule dans le rouge. Voilà, donc, parce que quand même, on ne vient pas pour skier pour la majorité. Après, bien sûr, il y a le fanat de ski, enfin, j'imagine qu'ici, vous n'êtes pas à 4, quand vous allez skier, vous n'êtes pas à 4 descentes par jour. Mais ça, c'est, j'ai juste le regret de nous dire que nous sommes epsilon dans le marché du ski. Et par contre, nous sommes nécessaires parce que c'est nous qui faisons nous, les skieurs qui font la renommée des stations. Est-ce qu'on prend une autre question ou remarque dans la salle? Mais je ne peux pas répondre, pour être clair, c'est pas que je la feinte, mais c'est extrêmement compliqué. Et là, je vais dépasser les délais parce qu'en fait, il y a presque une réponse par cas de figure. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, poser une question à Pierre Torrente? Juste pour compléter, hein, effectivement, l'activité, elle est quand même très intéressante, étant donné que les études portent à x4 à x7 1 euro investi dans une station, dans un forfait, rapporte au territoire x4, x7 en fonction du touriste. Donc c'est quand même énorme. Hein, quand on voit 10 millions de chiffre d'affaires sur Axe 3 Domaines ou 15 millions sur l'ensemble du département, quand on multiplie ça, ça rapporte quand même beaucoup d'argent au territoire. Donc remplacer ça, bon évidemment le 4 saisons est compliqué, mais en attendant c'est quand même une manne financière énorme pour faire vivre nos territoires de montagne actuellement. Sur un autre point quand même, c'est vrai qu'on va évidemment à l'essentiel avec ce changement climatique et dire qu'on va dans un mur, bon d'accord, mais on sait quand même s'acclimater. On sait quand même s'adapter depuis bien longtemps quand même. Hein. Nous, on le fait effectivement dans les stations de ski. Nous aussi, avec les écoles de ski, on sait s'adapter même le jour même quand il y a la Covid, même quand il y a plus de neige et qu'il faut réactualiser tous nos cours, 1000 clients, 1200 clients par jour, il faut les renvoyer à 2000 mètres alors qu'ils sont à 1300 mètres et qu'ils arrivent le jour même. On sait le faire, on sait s'acclimater. Je pense qu'on a quand même de la résilience, on a aussi des moyens quand même
de s'adapter en montant en altitude, en conservant la neige, en mieux travaillant nos pistes, en ayant aussi, en prenant en compte aussi quand même l'amélioration de notre neige de culture. Parce que bon, le progrès aussi, ça c'est, on n'est pas Madame Soleil, hein. Peut-être que dans l'avenir, on aura des moyens plus intéressants pour cultiver notre neige et la garder dans de meilleures conditions. Voilà. Et évidemment, le cas de saison, bon, les autres activités sont dérisoires actuellement, malheureusement. Hein, que les choses soient claires. J'ai pas dit on allait dans le mur si on s'occupait du changement climatique. J'ai dit on va dans le mur si on ne s'occupe pour les stations de ski que de l'entrée par le changement climatique, parce que structurellement, il faut la travailler. Il faut travailler ce qui structurellement la met en faiblesse, c'est-à-dire changement climatique ou pas. Et pour preuve, la fin des années 80, on vu toutes les stations de ski quasiment en grande difficulté. Et on ne parlait pas de manque de neige. Donc je n'ai pas dit le changement climatique, surtout que tout le monde sorte en disant Torrente, le changement climatique, il y croit. Hein. Je ne suis pas en train de dire pas de changement climatique. Mais pour les stations, c'est juste un aspect des choses fondamentales et il faut le travailler. Et vous avez raison de signaler que des solutions, il y en a et il y en aura. Et ça, je n'y remets pas. Par contre, travailler les stations qu'au regard du changement climatique, ça ne règle pas la fragilité structurelle des stations. C'est ça que j'ai voulu dire. Ensuite, et on ne va pas rentrer dans le débat, mais le 1 euro, 7 euros, avec tout le respect que je dois à ceux qui l'ont fait, que je connais, ça repose sur aucune valeur scientifique. Et malheureusement, comme c'est intéressant, il a été repris. Très honnêtement, et si vous voulez, on travaillera sur ça, c'est juste une idée en l'air, quasiment, quand elle a été pensée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de retombées mécaniques, des retombées économiques. Bien sûr qu'il y en a. Et bien sûr, et j'ai été le premier à dire, ne serait-ce qu'en termes d'emploi, si on regarde, c'est colossal la station de ski. Donc surtout, là aussi, ne sortez pas en disant il est contre les stations, parce que s'il y en a un qui n'est pas contre, c'est pas parce que je le mets en cause structurellement que je suis contre. Moi, le démonter structurellement, c'est pour dire quelle solution on adopte. Et il y a des solutions. Et pour moi, la meilleure solution, déjà, c'est de diversifier les secteurs d'activité. Et plus on le diversifiera, plus on gardera les stations. Plus on les laissera monoactivité, plus on les fragilisera, parce que structurellement, ça ne marche pas. C'est ça mon propos, rien d'autre. Hein. C'est pas le changement climatique, mais les 7 euros, honnêtement. Alors, il y a eu une autre étude, d'ailleurs, faite par un ancien collègue, et qui ne vaut pas plus, qui dit c'est 1,50 €. Mais sauf que ça ne tient pas le choc de l'analyse. Ça ne tient pas le choc de l'analyse, parce qu'aujourd'hui, très honnêtement, je pense qu'on ne sait pas le faire. Mais les gens doivent bien quand même se transporter, ils doivent bien se nourrir, s'héberger. Vous comprenez que la part du forfait, quand même, est minimum par rapport à tout le reste. Alors, parlons-en du transport. La nourriture. Aujourd'hui, on vient en station avec nos voitures, on paye de l'autoroute, on paye la voiture, on paye de l'essence, et tout ça, ça ne revient pas au territoire. Ça ne revient pas au territoire. Donc ça dépend ce qu'on y met dedans. Moi, ce qui vous intéresse en Ariège, c'est pas que Total Énergie et Vinci se gavent. Ok, ça rentre dans les retombées, mais le territoire, il n'envoie pas la couleur. C'est pour ça que moi, je milite pour une taxe des sociétés d'autoroute, parce que les territoires, vous investissez, et puis d'autres prennent les dividendes. Mais on y viendra. Voilà. Donc, le sujet est complexe et il n'y a pas de, il n'y a pas de polémique dans ma part. C'est juste vous alerter sur la structure des stations de ski, qui est une structure fragile. Alors maintenant, pour faire l'équilibre, je vais dire même cause sur le balnéaire, parce que le balnéaire, là par contre, là je dirais le changement climatique. On dit la montagne et le changement climatique. Bien sûr qu'il y a des réalités, le problème de l'eau, on en a parlé. Sur le balnéaire en tourisme, très honnêtement, aujourd'hui, avec l'augmentation des températures et le problème de l'eau, je ne sais pas comment. Moi, je n'ai pas vu passer de solution sur le littoral. Je n'ai pas vu passer de solution. Alors qu'en montagne, y compris, j'allais dire, si je pousse en 2100 ou 2150, j'y serai pas, on sera nombreux à ne pas y être, mais en 2000-2150, vous l'avez vu, les années sans neige, si le territoire est organisé, s'il n'y a plus de neige en hiver, on peut faire plein de choses sur le littoral. Ah ben oui. Par contre, là, je ne vais pas aller très loin parce que j'essaye de parler ce que je travaille. Et l'eau, j'ai des notions, mais je ne suis pas hydrologue, je ne sais rien de ça. Donc je ne vais pas faire des théories sur l'eau là où je ne sais pas faire. Hein, voilà. Mais par contre, vous avez raison. Savoir mieux l'utiliser, savoir la conserver, la stocker, améliorer l'existant de notre travail. Sans doute. Voilà, et que ce soit sur les stations de ski ou ailleurs, hein, améliorer l'existant. Moi, je vois les stations de ski qui perdent beaucoup de neige de culture et qui perdent beaucoup d'eau. Vous savez que quand on produit de la neige de culture, sur 1 mètre cube, il y a 70% qui s'en vont malheureusement dans la nature.
Oui, oui. Sans parler des dénivelés, des fois des sols qui ne sont pas préparés suffisamment en gazonnés, etc. Hein. Non, il y a vraiment beaucoup d'économies à faire, comme on parle d'économie d'énergie. Vous voyez, bon, ici, il y a de la place, hein, c'est bien. Non, mais quand il faut le chauffer, voilà. On doit changer nos registres, mais je me souviens de mes cours d'économie au lycée. On nous apprenait que les ressources étaient illimitées. D'accord, je commence à avoir un peu d'âge, mais quand même, je suis pas non plus, je ne sors pas de la grotte du Mas d'Asile. Donc, on nous disait les ressources étaient illimitées. Et rappelez-vous, pour les plus anciens, Giscard qui disait l'essence ne dépassera jamais 1 franc le litre. On ne devait pas avoir plus de 500 000 chômeurs. Non, mais rappelez, il disait, parce qu'on était dans la logique et on nous disait, donc l'eau, on l'a laissé couler, etc. Donc il faut que chacun on travaille. Mais moi, je n'irai pas plus loin sur ces ressources-là parce que je ne suis pas spécialiste et je ne veux pas raconter de bêtises. Je vais avancer, j'imagine que ça va être enregistré, puis ça ira, mais parce que j'ai mis plein de choses. Voilà, donc ça, je vous le dis en 2 mots, pardon, je voulais revenir en arrière, c'est qu'en fait, vous êtes moins concernés en Ariège, mais vous le serez. Vous le serez. Une destination touristique, son problème, je vous l'ai expliqué, j'ai montré ces 2 phases, l'élite et la masse. Une minorité d'individus crée une destination, crée de la valeur ajoutée, Saint-Tropez, d'accord? Et le problème, c'est que et aussitôt la masse la rejoint. Et il y a beaucoup de destinations qui ont perdu l'élite. Et l'élite, c'est celle qui fait l'image de la destination. Saint-Tropez, plein de gens, et vous allez interroger, et je parle responsable, peut-être que vous avez regardé ça, devant les campings de Saint-Tropez, il y a des gens qui vont attendre sur le parking devant d'avoir une place pour dire je suis en vacances à Saint-Tropez, et après ils vont sur le port et ils vont voir les yachts, mais ils étaient à Saint-Trope d'ailleurs, ils n'étaient pas. Et Chamonix pareil, donc ils étaient à Cham, et après Courchevel, ils étaient à Courche. D'accord? Voilà. Et Courchevel, vous avez vu comment il s'était organisé? Courchevel du bas, Courchevel du milieu, Courchevel du haut. Et vous voyez comment Courchevel s'est cassé la figure quand même en élite et masse. Je ne sais pas si vous avez suivi le problème de Courchevel. Courchevel, c'était, alors, une station, on va dire, plutôt haut de gamme, mais le Courche d'en bas était le moins haut de gamme, le Courche du milieu un peu plus, et le Courche d'en haut, là, à la fin, c'était les Russes, etc. Et dans leur développement, comme il y avait beaucoup de demandes, le Courche du milieu, ils l'ont tiré vers le haut, le Courche du bas, ils l'ont tiré vers le haut, sauf que, vous savez, je vais être très provoque. Vous savez à quoi on reconnaît un riche? Quand il a un pauvre à côté de lui. Sinon, on ne le reconnaît pas. Je pourrais vous prendre, j'ai travaillé sur Crans-Montana, c'était la même chose. Ils se sont cassés la figure parce qu'en fait, ils ont tellement tiré vers le haut, la masse les a rejoints, et la masse, ils ont voulu spécialiser sur uniquement, j'allais dire, des clientèles fortunées. Donc, on allait dans un commerce, le moindre des dépenses, c'était 5 000 balles, c'était ce truc, c'était... Voilà. Et après, ils sont partis parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se distinguer socialement. On peut refaire la société, mais la société, elle marche comme ça. Je ne vais pas vous reprendre le débat d'aujourd'hui. Dès qu'on leur parle de 2%, ils sont morts. Donc, vous imaginez le truc. Donc, mais, vous voyez, c'est ça. Donc, ça veut dire que l'Ariège, à un moment donné, je suis persuadé, et je ne le dis pas parce que je suis là avec vous, mais je suis persuadé que l'Ariège, demain, aura une élite. Elle pourrait en avoir avec la préhistoire, etc. Je suis sûr, par le sous-couvert des spécialistes, etc. Elle pourrait en avoir. Et le problème, c'est qu'elle attirera une masse. Et si on ne garde pas son élite, quelle qu'elle soit, et je pense qu'autour de la préhistoire, il y a un coup à jouer, et vous avez commencé à le jouer, et je suis à peu près sûr de ça. Et il faut arriver à le mettre en place. Je prenais l'Ardèche tout à l'heure, mais évidemment, la descente en kayak, en canoë, c'était super. Sauf que vous avez vu comment ils ont fait. Aujourd'hui, si vous allez faire du canoë à Vallon-Pont d'Arc au mois d'août, ben vous êtes sur le périph' de Toulouse, sur l'eau. Vous avez vu qu'ils ont mis sur le rocher, là où ça craint un peu, ils ont mis quelqu'un qui fait la police pour éviter que les gens chutent, se rentrent dedans, ce machin, ce truc. Qu'est-ce que vous voulez mettre de la valeur à ça? Donc vous avez Vallon-Pont d'Arc, qui est un site unique, c'est ma fameuse mine d'or et mine de charbon. Gavarnie, c'est pareil. J'ai beaucoup travaillé sur Gavarnie. Si vous allez à Gavarnie pour comprendre le site de Gavarnie, ceux qui connaissent Gavarnie, quand vous sortez du village, il y a un pont qui permet de voir le cirque dans toute sa splendeur. Sauf que les gens en vacances arrivent, parce que c'est un peu loin, ils y arrivent vers midi. Et quand vous arrivez vers midi, le soleil est au zénith, mais le soleil au zénith à Gavarnie, ça fait que vous avez le soleil, le cirque en face du soleil. Donc vous voyez les gens qui sont avec leur appareil photo, ils regardent le cirque, ils voient le soleil en face, ils se tournent et ils photographient le reste.
C'est pas possible normalement quand vous allez photographier le cirque de Gavarnie, parce qu'en plus, je le donne en 1000, de l'autre côté, il y a un toit en tôle. Je suis sûr qu'il ne le voit même pas. Et le cirque, il ne le voit pas. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à travailler, c'est cette question-là. Alors, maintenant, comment ça marche pour l'attractivité? Alors, je vais vous passer, je le laisserai, parce qu'il y a plein de choses, mais je vais vous le faire court. La montagne, c'est un système complexe, et il faut juste se dire, par rapport à l'attractivité, qu'on a notre histoire, même si je ne suis pas totalement originaire de la montagne, notre histoire fait qu'être dans le milieu rural ou la communauté montagnarde, à un moment donné, à l'école, on nous a dit que ce n'était pas terrible. Nos parents, nos grands-parents, on leur a dit, vivre à la montagne, ce n'est pas terrible. Si vous voulez réussir, allez à la ville, et là aussi, parce que comme je n'ai pas de temps, passez le concours des postes. L'école normale, ici. Oui, mais après, on restait ici. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'était quitter la montagne. L'an dernier, c'est l'Aude, je crois, qui a fait... ils ont fait... l'inspecteur, directeur académique, a fait une petite enquête parce que les profs des collèges et lycées se posaient la question, parce que quand ils demandaient aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire après? Et les enfants répondaient, à surtout pas rester ici. Et donc, ils ont creusé. Et en fait, c'est quoi l'histoire? Ben, c'est quand ils sont à la maison, les parents leur disent, non mais attends, hein, tu vas partir d'ici parce qu'ici, il n'y a rien à faire. Ça, on y est encore ici. On y est encore, je dis ici, dans la montagne, hein, et vous pouvez aller... si ceux qui connaissent les Dolomites, ils en sont sortis. Mais nous, on n'en est pas totalement sortis. Donc, il faut juste se dire que la montagne, elle repose sur une histoire où on nous a dit, c'est pas bien ici. Donc, il faut construire sur ça. Il faut qu'on arrive à démontrer que c'est bien, et l'attractivité, elle passera par là. Et pour que les gens viennent, il faut aussi que les gens qui soient là soient très fiers de leur territoire. Et là, on est sur la bonne courbe. On est sur la bonne courbe, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, mais on est sur la bonne courbe. Donc, c'est ça que j'ai raconté. Autre élément, et qui explique aussi pourquoi on a mis le tourisme en place, c'est que, j'avais écrit ça à une occasion, c'est que malheureusement, les politiques publiques, elles ont voulu que la montagne s'adapte à la mondialisation, au lieu de regarder à quoi pouvait s'adapter la montagne, et j'allais dire, si je caricature, il fallait travailler pour que la mondialisation s'adapte aux particularités de la montagne. Je pense à la politique agricole commune, certes, il y a eu des aides, etc., mais comment voulez-vous rivaliser en agriculture avec un agriculteur de la Beauce? Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, dans la Beauce, il a moins de pente, il a le climat qui n'est pas le même, donc on perdra toujours la partie. Et donc, sauf que ce qui se produit ici, et maintenant on commence à voir les effets, la qualité du produit qui est ici, ben vous ne la retrouverez jamais dans la Beauce. Et donc il fallait structurer un marché qui réponde à l'excellence des territoires de montagne et de certains territoires ruraux, et pas vouloir penser que la montagne allait s'adapter au marché mondial, parce qu'elle ne peut pas trouver sa place. Elle ne peut pas, l'agriculture intensive, etc., etc. Et j'allais dire, le tourisme, je parlais de Saint-Trope tout à l'heure, on ne va pas rivaliser sur ces grandes destinations. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas. Donc voilà, je raconte tout ça, vous le lirez. Et je voudrais aller à un autre schéma, parce que vous avez peut-être compris que je commence à aimer les schémas. On partagera le diaporama Pierre Torrente sur le site du département, oui, à la page du CCA. Et puis vous savez où j'habite, vous pouvez venir me poser des questions. Alors, pardon, je suis allé un cran trop loin. Voilà. Comment s'est organisé le tourisme dans nos montagnes? Mais pas que dans nos montagnes, mais dans nos montagnes. J'ai essayé, je me suis inspiré, vous avez vu, j'ai démarré mon propos en disant, on a parlé de l'industrie du tourisme. Alors moi, je me suis dit, je vais commencer à regarder s'il y a un process industriel dans le tourisme. Parce qu'avant de dire que ça n'était pas une, j'ai voulu regarder. Donc j'ai utilisé, je ne sais pas si certains l'ont déjà utilisé, s'il y en a des économistes, il y a une loi qui s'appelle la loi de Homereuil et qui montre le process industriel. Je vous le commente rapidement. Le process industriel, tout ce qui est en vert, donc nous, je l'applique au tourisme, c'est le territoire touristique, quel qu'il soit. Le circuit bleu, c'est le circuit économique, c'est-à-dire les retombées économiques. Et admettons, prenons, c'est les 1 euro, 7 euros, ils sont là. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a développé le tourisme en montagne, dans un premier temps, on a développé ce qu'appelle l'industrie, les produits extérieurs. C'est-à-dire, si je me mets dans l'industrie, le produit extérieur dans l'industrie automobile, c'est la fabrication de voitures. Et nous, dans le tourisme, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a développé le tourisme en montagne, notre produit extérieur, c'était quoi? C'était du patrimoine, du paysage, voilà, de la nature, de la forêt, etc. La différence avec l'industrie automobile, c'est que quand je vais en montagne, quand je vais dans la forêt, quand je vais au bord de l'eau, quand je vais visiter une église, c'est gratuit.
on a monté une économie sur un produit extérieur destiné à des clients qui est gratuit. Et donc c'est là que l'on a adapté ce que j'ai appelé le PLA, les produits locaux adaptés. Vite, on a vu arriver du monde. Le bout de Grange, on en a fait un gîte, etc. Mais on les a adaptés, mais ce n'était pas fait pour. Malgré tout, ça a fait une économie touristique. Et on a, dans certains territoires, le cirque de Gavarnie, j'en parlais, le cirque de Gavarnie, c'est gratuit. Vous avez tous les gens qui viennent, c'est gratuit. Mais vous voyez ce qu'ils ont fait. Le parking est payant. Et comme il n'y a personne de Gavarnie, je peux vous le dire, mais je leur dirai s'ils étaient là, vous savez ce qu'ils font l'été? Ils prennent le panneau de la commune et ils le déplacent plus loin pour gagner des places de parking. Vous ne le répétez pas. Hein. Mais voilà. Mais ça, c'est ce que j'appelle les produits locaux adaptés. J'allais dire, le village n'a pas été pensé pour être un parking géant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on fait ça, c'est comme ça qu'on génère la mine de charbon. Parce que comme c'est un produit local adapté, une chambre de gîte, ça coûte moins cher qu'un 4 étoiles, ça coûte moins cher. Et ce n'est pas un produit dédié. On a fait ce qu'on a pu et des fois, on a fait des très jolies choses. Donc, je ne suis pas en train, vous verrez dans mes propositions, de renier la maison d'hôte, la table d'hôte. Au contraire, c'est extraordinaire. Sauf que, vous voyez mes flèches bleues, c'est le circuit économique, ça veut dire on vit du tourisme. Et en rouge, vous voyez, en tout petit, c'est volontaire, c'est ce que j'appelle, c'est le deuxième circuit, le circuit domestique, ce qui permet au territoire de vivre. Et c'est là qu'il faut travailler pour l'attractivité du territoire. C'est-à-dire qu'on peut attirer des gens pour les vacances, mais on peut attirer une population permanente si on a un circuit domestique qui se suffit à lui-même. Alors que là, vous le voyez, il est imbriqué dans le circuit économique, c'est-à-dire c'est le même commerce qui marche pour le tourisme. Donc vous connaissez l'exemple typique, pendant la saison, on ouvre le commerce, à la fin de la saison, on le ferme. Ça m'est même arrivé, et je vais reprendre Gavarnie, j'ai rien contre, j'adore et j'y vais souvent, hein. Mais à Gavarnie, ça m'est arrivé d'aller au mois d'octobre, je crois, au petit supermarché. Je vais acheter une plaque de beurre, elle était périmée en août. Donc je vais voir la personne, je lui dis, mais elle est périmée. Il me dit, mais c'est normal, la saison est terminée. Et il avait raison, parce que 70 à 80% de son chiffre d'affaires, il le fait dans le tourisme. N'importe quel chef d'entreprise, il ne va pas quand même aller s'occuper de ce qui ne lui rapporte rien, il va s'occuper de ce qui lui rapporte beaucoup. Sauf que l'habitant, oui, c'est normal que tu consommes du beurre périmé puisque la saison est finie. Après, je le dis parce que vous le faites aussi ici, dans certains endroits, je me marre tous les mois de juin quand je vois la dépêche ou la presse qui dit « À partir du 15 juin, la navette est remise en service. » Et au 15 septembre, à partir du 15 septembre, la navette... Vrai ou pas vrai? Et si je suis habitant? Mais je comprends la réalité économique. Je veux dire, si vous la laissez ouverte toute l'année, celui qui va gérer la navette, il va payer l'addition. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille. C'est ça le circuit domestique. Vous voyez, je l'ai mis en petit rouge parce que le bus, il ne marche pas, le beurre est périmé, le truc. Il n'y a pas de circuit domestique. Donc je vais vite sur les propositions et vous allez retrouver des choses que j'ai dites. Sachant qu'il nous reste 25 minutes, Pierre Torrent. Oui, voilà comment on va faire de l'attractivité. Ce petit schéma. C'est le même, mais en pas pareil. Le circuit bleu est toujours là. Le circuit rouge est toujours là, sauf que vous voyez que le circuit rouge, il est beaucoup plus gros, et le circuit bleu est indépendant du circuit rouge, le circuit rouge est indépendant. Le circuit bleu, c'est toujours le circuit économique touristique, on a une activité touristique, et là, on fabrique des produits extérieurs, et là, par exemple, la station de ski, le parc préhistorique, le château, maintenant tel qu'il est refait, voilà des produits extérieurs, c'est fait pour des touristes, ça n'empêche pas les populations locales, mais c'est fait pour des touristes, et là, je veux dire, on génère de la retombée économique, parce que le client, il vient pour ça. Sauf que, je l'ai mis à SN, l'élément de patrimoine, la belle forêt, le beau paysage, c'est celui qui va générer de la valeur ajoutée. Je prends l'exemple de Guzet, quand je regarde la com, vous n'arrêtez pas de mettre ce qui est pour Guzet, les beaux paysages, les beaux machins, mais c'est pas ça que vous vendez. Vous dites, le prix du forfait, il vaut le coup parce que tu vas venir skier et en plus, tu as des beaux paysages. Donc, on a fait ça. Et à côté de ça, on a laissé les produits. Donc, je les ai, vous voyez, le PLA, le produit local adapté, il est devenu PLV, produit local valorisé. C'est-à-dire que du coup, la table d'hôte, la chambre d'hôte, en fait, tout ce que l'on pense, eh bien, ça va avoir plus de valeur parce qu'on a un site naturel, on a un certain nombre de choses qui viennent le valoriser. Si vous regardez, amusez-vous à regarder les communications des gens qui sont autour du Mont Blanc. Il y a des fois, je suis même allé, parce que j'avais des connaissances, il y a des fois, pour aller voir le Mont Blanc depuis certains gîtes, il faut monter sur un escabeau, ouvrir le Velux, et vous voyez, mais sur le dépliant ou sur le site, il y a écrit « Vue sur le Mont Blanc ».
le stylo Mont Blanc, et le café à Chamonix vaut plus cher, etc., etc. Donc on voit bien que ça marche. On voit bien que ça marche. Et donc, le circuit domestique, c'est ça qui va attirer. Ça veut dire qu'on est capable sur un territoire de maintenir une activité en dehors du tourisme. Et ça revient, et vous voyez que ça vient conforter ce que j'ai dit précédemment en rentrant par le tourisme. Il faut de l'agriculture, il faut de l'artisanat, il faut quand on peut de l'industrie, il faut une activité qui soit indépendante de l'activité touristique. Par contre, eh bien, l'artisanat, l'agriculture, grâce au tourisme, va avoir de meilleurs revenus, etc. Mais ce circuit, et c'est comme ça qu'on arrive à créer du résidentiel permanent, ça veut dire que l'année où il y a la pandémie, l'année où la géopolitique n'est pas au point, l'année où l'économie n'est pas au point, c'est juste des exemples au hasard. Donc l'année où tout ça n'est pas au point, le tourisme fléchit, mais le circuit domestique, il vit sa vie, moins confortablement, mais il vit. Le problème, c'est que dans le schéma précédent, tel qu'on avait pensé l'industrie du tourisme, bah, il ne vivait plus. Il ne vivait plus. Et c'est ça qui est intéressant. Et le petit schéma, le petit rond, pardon, ocre, c'est la dynamique territoriale. Et là, les intercommunalités, enfin, je ne vais pas passer puisque vous êtes en train de faire, les questions de gouvernance, etc. Il faut de la dynamique territoriale. Et on revient aussi à la dynamique territoriale, elle passe aussi par le nombre d'habitants. Voilà, et donc c'est tout ce travail-là qu'il faut faire. Et en pointillé, vous voyez, on ne pourra pas empêcher des gens de continuer à venir se balader dans la forêt, de continuer à venir, c'est pas le but. Mais ils viendront, voilà, ils viendront. Sauf que dans le schéma précédent, il n'y avait que. D'accord ? Je reprends l'exemple de Gavarnie, parce que je vous dis, j'ai beaucoup travaillé. Ceux qui connaissent, quand vous allez au Gavarnie, il y a le cirque qui s'appelle la Courade. Et donc c'est le début de l'entrée du cirque. C'est une grande plaine. J'ai des photos chez moi. Si vous ne me croyez pas, je vous les montrerai. À la fin de la saison d'été, il y avait un tas d'ordures déposées par les touristes, je vous jure, qui faisaient la taille de l'écran et qui montaient à moitié écran. J'ai des photos. Pourquoi ? Parce que le premier touriste, il les mettait, et comme le premier le met, les gens disaient, bon, on va mettre le second, le troisième. Et je vous jure, et les gardes du parc, vous leur posez la question, ils allaient s'enlever, mais une montagne. Donc, on y revient à ma mine de charbon. On ne peut pas trouver le cirque de Gavarnie avec une montagne. Voilà. Et ça marche que si vous avez un circuit domestique. Et si vous avez un circuit domestique, ça veut dire que les gens vont vivre. Et ça veut dire que les gens vont être fiers de leur territoire. Ça veut dire que les gens vont être fiers de leur territoire. Et ils vont accueillir les touristes différemment. Quand la plaque de beurre est périmée, moi, habitant, j'en ai marre des touristes. Parce que moi, j'ai la plaque périmée et le touriste, il a la plaque non périmée. Donc, si vous avez une image à retenir, plus de plaques périmées dans les villages. Et là, on va y arriver. Et pour y arriver, ça ne passera pas que par l'activité touristique. Pareil, l'étude de cas de l'Ariège, mais je vous en fais part, ça vous fait... Il y a plein de raisons d'espérer avec l'Ariège. Je vais aller juste à mes petites conclusions, comme ça je reste dans les temps. Le tourisme en Ariège, dont les chiffres, vous les connaissez par cœur, je les ai mis parce que je veux faire l'universitaire, je repose sur des chiffres, mais vous les connaissez. Le tourisme en Ariège ne se limite pas à sa fonction récréative, on n'accueille pas que des touristes, il constitue un vecteur de développement, mais il est menacé par des limites et des vulnérabilités, et j'y vais quand même, je les cite rapidement, parce que ça c'est des marges de progrès. Voilà. C'est un territoire difficile d'accès, mais ça c'est problématique, parce qu'il est difficile d'accès, c'est à la fois un handicap et c'est à la fois un atout. Parce qu'aujourd'hui, être un peu loin des grands circuits et des machins, ça devient une valeur ajoutée. Mais à vous et à l'Ariège de la présenter comme une opportunité et pas comme un handicap. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans des schémas, quand on regarde, le fait qu'il n'y ait pas, s'il n'y a pas d'aéroport, s'il n'y a pas de ligne TGV, s'il n'y a pas de machin, etc., bien sûr pour des grandes villes, mais comme un territoire pour l'Ariège, si c'était un peu mieux desservi, s'il y avait un peu plus de régularité du train, il y a des choses à améliorer. Mais il faut se dire que, à la fois, c'est un signe d'enclavement, mais c'est à la fois un signe d'espace préservé. Et il faut ne pas avoir peur de mettre ça en place. L'économie touristique, là, il n'y a que des spécialistes, l'économie touristique telle qu'elle est pensée, telle qu'on vient de la décrire, elle génère de la précarité, des emplois saisonniers, etc., etc. Et ça aussi, il faut y bosser si on veut qu'il y ait de la population permanente, si on veut être attractif, il faut déprécariser. Et c'est pour ça que je dis, il faut développer les autres secteurs d'activité, il faut absolument aller vers de la pluriactivité, vers de la polycompétence.
moi je fais simple, quand on est un territoire à contrainte, une zone de montagne, c'est un territoire à contrainte. Si on met tous ces œufs dans le même panier, on va perdre. Donc on met plusieurs œufs dans le panier. Et les plusieurs œufs, ça s'appelle de la pluriactivité, ça s'appelle de la polycompétence. Et là, on va gagner la partie. Et donc ça veut dire qu'il faut que tous les responsables économiques imaginent que quand on est en territoire de montagne, être leader, c'était le thème de la dernière, c'est partager avec l'autre et ce n'est pas être écraser l'autre. Et ça, il ne faut pas que le tourisme écrase les autres secteurs, il ne faut pas que l'agriculture écrase les autres secteurs, il ne faut pas qu'on cherche cette partie-là, il faut qu'on partage. Donc ça veut dire qu'il faut mettre des solutions pour que je travaille dans la station et puis je peux avoir une exploitation agricole, je peux être un artisan, il y a des expériences, la Vallée d'Or a fait ça, il y a des expériences. Voilà, hop. Comme je savais qu'il y aurait des élus, les élus doivent arbitrer entre la volonté de développer l'économie touristique et la nécessité de préserver les paysages, les ressources naturelles et la qualité de vie des habitants. Et en fait, aux élus, c'est pas ça à vous que je vais l'apprendre, cette équation, elle n'est pas simple. Cette équation, elle n'est pas simple. Mais il ne faut pas avoir peur d'attaquer le tourisme parce que, comme je dis souvent à des habitants, ouais, le tourisme, ça m'énerve. Ouais, ok, pourquoi tu es venu t'installer là? Parce que la place a été refaite, parce que le truc, parce que là. Et pourquoi la place a été refaite? Pourquoi le village n'est pas si vilain que ça? Parce qu'il y a de l'activité touristique. Donc il ne faut pas avoir peur, mais en même temps, il ne faut pas faire tout pour le touriste et rien pour l'habitant. Et on a eu tendance, ici comme ailleurs, à trop miser sur le tourisme, parce que comme on était un peu fragilisé avec cette activité, on disait si on fait venir des touristes en plus, on va faire tout pour le touriste. Oui, mais en faisant tout pour le touriste, on a oublié l'habitant, et ça c'est mondialement connu, on a oublié l'habitant. Donc il y a des arbitrages à faire, mais il faut les expliquer, il faut que tout le monde les comprenne. Donc les défis, la relation entre attractivité et durabilité, ça reste toujours un équilibre fragile. Et ce que j'ai dit, j'ai commencé mon propos, et comme ça j'arrive à la fin. J'ai Il nous commencé reste 20 mon minutes, propos. hein, Pierre. Comment? Il nous reste 20 minutes. 20 minutes? Oui. Oh, non, mais on peut passer au débat, parce que je pense quand même que ça doit commencer à saturer. Parce que... Donc, la relation entre attractivité et durabilité reste un équilibre fragile. Ce que je disais tout à l'heure, attention, parce que dans nos territoires, bien sûr qu'il faut aller vers le développement durable, bien sûr qu'il faut travailler contre le changement climatique. Mais ce que je disais dans mon propos au départ, le problème de la durabilité, c'est qu'elle a d'abord, entre dire on va faire de la durabilité et que la durabilité se mette en place, dans nos démocraties, c'est pas si simple. Donc il faut faire attention, là je sors de l'Ariège, j'ai une lecture un peu plus macro. C'est bien de vouloir pousser de la durabilité partout dans le monde, mais ceux qui réussissent le mieux en durabilité, souvent, ce sont minimum les régimes autocratiques. Parce qu'ils imposent et ils font. Donc il ne faudrait pas non plus qu'au nom de la durabilité, il suffit de regarder la géopolitique mondiale, on impose certains farfelus. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Deuxièmement, et c'est là le principal problème, j'entendais encore la prime Rénov' a été remise en place, mais on baisse les niveaux. Et ouais, mais entre le taux qui a été fixé et ceux qui ont les moyens de faire sans prime Rénov', il y a toute une frange de population qui ne peut pas faire. Enfin, parce que vous les connaissez mieux que moi, vous avez vu les seuils. Bah oui. Et puis, surtout, on nous l'a fait, mais pas à nous. Parce qu'en fait, comme on a baissé les seuils, ceux-là, ils ne peuvent même pas, même en profitant de l'aide, ils ne vont pas pouvoir l'utiliser. Donc du coup, on annonce, on ne fait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la durabilité, c'est un système d'exclusion majeur. Plus vous poussez vers la durabilité, plus on exclut, parce que plus ça nécessite des coûts élevés. Et donc, on n'a pas le choix. Donc, ça veut dire que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour l'attractivité du territoire, quand je dis ça reste un équilibre fragile, il faut absolument, j'allais dire, alors c'est pas au département que je vais l'expliquer, mais il faut une politique sociale extrêmement ambitieuse, mais j'allais dire, pas simplement pour aider, il faut le faire, mais ça c'est prévu, aider les plus démunis, mais il faut une politique sociale qui accompagne la durabilité et la mise en durabilité du territoire, et en tourisme c'est pareil. Et je vais venir en conclusion quelques solutions. Sinon, j'allais dire, quand je dis moi, on est nombreux à avoir la réponse. Si on veut faire du tourisme qui génère des retombées sur le territoire, qui ne consomme pas les ressources, qui soit raisonnable, c'est ma phase d'élite. On prend que des gens, on fait une offre. Il y en a qui se sont engagés. Le tourisme de luxe, avec des gens qui payent, etc. Et là, on a gagné. Mais je vous donne quand même des chiffres que vous connaissez. En France, vous les connaissez. On est à
allez, 55% de taux de départ en vacances l'été, ça veut dire quasiment la moitié des Français n'ont pas accès aux vacances. À l'échelle mondiale, c'est moins de 20%. Donc on peut toujours dire, ouais, mais là, il faut ci, il faut là. Ça veut dire qu'on est en train, avec ce qu'on met en place, de dire à la moitié, j'allais dire à 80% de l'humanité, bon les gars, vous avez raté le train, il ne passera plus. Non, notre boulot, et je pense quand même qu'un territoire comme l'Ariège, c'est un territoire d'accueil. Donc ça vaut pour le tourisme et ça vaut aussi pour les résidents. Mais on revient à mon circuit domestique, il faut mettre en place le circuit domestique, sinon il y a des atouts, mais les gens ne viendront pas parce qu'ils cherchent un circuit domestique. Et aujourd'hui, celui qui a réussi le circuit domestique avec tous les défauts qu'on lui connaît, c'est la ville. Sauf qu'elle en a mis un. Et c'est pour ça, si je reviens sur le tourisme, c'est pour ça que le tourisme urbain marche globalement bien. Parce que même Toulouse, qui a une grosse activité touristique, l'année où il n'y a plus de tourisme, il va y avoir quelques hôteliers qui vont souffrir, mais l'économie de Toulouse ne va pas s'effondrer. Demain, en Ariège, le tourisme n'existe plus. L'Ariège comme d'autres, mais l'Ariège s'effondre. Et donc, c'est pour ça. Mais pourquoi? Parce que l'activité touristique, même à Paris, reste une activité complémentaire. C'est ça l'enjeu, rester une activité complémentaire pour relever le défi du circuit domestique. Et donc, je le redis, et je le dis et je le redis, le tourisme, pour être leader en tourisme, il faut partager avec l'autre, il faut être complémentaire à d'autres secteurs. Et ça, c'est pas dans notre logiciel aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on le martèle. Parce que tout le monde dit, ah mais moi, pour être utile pour le territoire, je vais être le premier, je vais être le leader. Ça ne marche pas pour l'activité touristique. Donc, les pressions environnementales, changement climatique, on en a parlé, puis on en parlera peut-être dans les questions. Et c'est ce que je viens de dire, la diversification des activités, ne restons pas sur la diversification des activités touristiques. C'est la diversification des activités, des secteurs d'activité. Et un territoire de montagne, il n'a pas le choix. Donc il y a du boulot parce que l'agriculture a souffert, mais on voit bien qu'il y a des agriculteurs aujourd'hui qui remettent la main à la pâte. Et moi je suis hyper optimiste. Mais ne leur coupons pas l'herbe sous les pieds au nom du tourisme. Ne leur coupons pas l'herbe sous les pieds. Parce que si on les refait souffrir, on ne va pas les reprendre 2 fois au piège. Là, on est dans une vraie dynamique. Des agriculteurs, des artisans d'art, etc. Enfin, il y a un vrai ressort, ici comme ailleurs. Mais attention avec notre territoire. Et plus on veut aider le tourisme, souvent, plus on affaiblit le territoire. Donc ça, il faut qu'on l'ait bien en tête et qu'on dose. Et que, quand je disais vos arbitrages, tous les élus, c'est ça, c'est vos arbitrages. Ne vous laissez pas, leurrer par les réussites de court terme de l'activité touristique. Parce qu'il faut, par moment, voilà, les stations de ski sont un bon exemple. Elles ont très très bien réussi, mais on n'a pas vu du coup que structurellement, elles étaient fragiles. Et aujourd'hui, on commence à s'en apercevoir. Voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est pas pour dire on ne va pas se flageller. Ne recommençons pas l'erreur sur les 15 ou 20 ans, puisque c'est l'objet. Alors, je reprends, c'est ce que je viens de dire, la diversification touristique, on ne l'oublie pas non plus, quand même. Je crois que c'est la Cour des comptes qui le dit. Si on veut, et notamment pour le ski qui nous concerne, le deal, c'est arriver à générer minimum 40% de chiffre d'affaires hors ski dans les stations. Voilà, donc il faut y arriver. Et ça, si on arrive à faire ça, on se projette. C'est pas en 2025, c'est pas en 2026. C'est d'ici 2050, comment on atteint. Métabier s'est lancé là-dedans, il se donne 10-15 ans, il faut y aller. Et mon discours, c'est de dire, plus on se prépare à ça, c'est-à-dire plus on réduit la part du chiffre d'affaires de la neige, plus on gardera les stations longtemps. Plus on va vouloir faire que du ski, plus on va les perdre rapidement. Voilà, ça, j'essaye de passer ce message, et ça c'est important. La complémentarité avec l'agriculture, le pastoralisme, l'écotourisme, le tourisme régénératif. Donc, tourisme régénératif, pour faire simple, c'est le tourisme durable, mais le tourisme durable, il vient souvent réduire des impacts négatifs. Le tourisme régénératif, on le pense comme une dynamique positive, comme une opportunité, y compris quand on intègre le changement climatique. Mais on pourra reparler peut-être dans les ateliers, des choses comme ça. Bon, l'innovation, la gouvernance, j'en ai parlé aussi. Et le pastoralisme, mais bon, ici, je prêche des convaincus. Donc, mais vous savez l'importance du pastoralisme sur le territoire, les paysages, et là aussi c'est pareil, n'allons pas chercher le bâton pour se faire battre.
on vend une nature préservée, mais si on ne vend pas une nature entretenue avec des beaux paysages, etc., et si en plus, à une époque, maintenant ça commence à passer, mais avant on vendait, alors pas en montagne, mais on vendait du tourisme rural dans des villages où il n'y avait plus de paysans. Venez voir le tourisme rural chez nous. Mais il n'y avait plus de ruralité. Donc ça c'est un peu fini, mais ne tombons pas dans cette logique-là. Voilà, donc, dernier point. Donc, l'enjeu du XXIe siècle, c'est là aussi, là je reviens direct sur le tourisme parce que j'ai essayé de l'emboîter dans les autres activités, mais sur le tourisme. L'enjeu, il est bien sûr de travailler sur des niches, l'écotourisme, etc., parce que c'est cette fameuse élite qui va générer de la valeur ajoutée. Par contre, quand il s'agit de préserver la ressource, etc., on prenait, et vous avez commencé à le dire tout à l'heure, on prend les stations de ski, l'enjeu du XXIe siècle, ça vaut pour l'Ariège, mais ça vaut pour tous les territoires, moi ça me fait rire quand on me dit « Ah non, mais on va faire de l'écotourisme et on va sauver la planète ». Non, l'enjeu, je rappelle, si vous voulez que tout le monde, le plus grand nombre accède aux vacances, il faut travailler comment on rend le tourisme de masse le plus durable possible. Donc ça pose des questions. Est-ce que demain, quand je dis demain, je n'ai pas dit aujourd'hui, est-ce que demain, il va falloir continuer à vendre un tourisme où on vient en voiture dans les Pyrénées? Juste pour info, mais comme vous l'avez, 65% des Parisiens n'ont plus de voiture. Donc on peut toujours s'entêter, mais à Lyon, vous avez vu ce qui s'est mis en place, et c'est ceux qui habitent les centres-villes qui ont les moyens de partir en vacances. Donc, et demain, ben si on veut faire baisser le bilan carbone, ben c'est quand même le transport. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les produits locaux, vous les utilisez, vous faites plein de choses, mais enfin, boum, le mec qui vient... Hein. Ah, donc le train, mais là... bien sûr, non mais toutes les alternatives, mais ce qui est sûr, et puis le problème d'une voiture, c'est qu'il faut la garer. Le problème d'une voiture, c'est qu'on vend l'air pur. Et alors là, je ne suis pas spécialiste, donc je n'irai pas très loin. Mais j'ai juste eu quelques bases quand même. Faire venir une voiture dans une station de ski en hiver, avec un air froid qui est plus lourd que l'air chaud. Quand on ira m'expliquer que les particules montent, je ne suis pas fort en physique, mais je sais qu'elles ne montent pas. Donc on vend un air pur qui n'est pas pur. J'avais un collègue de l'université de Pau qui avait travaillé il y a quelques années à l'entrée du tunnel du Mont Blanc. Vous allez me dire, on n'est pas au tunnel du Mont Blanc ici, mais quand même. Il avait travaillé, c'était milieu des années 90, André Tchélécou, pour ceux qui le connaîtraient. Il avait travaillé, il avait mesuré la qualité de l'air à l'entrée du tunnel du Mont Blanc. À l'époque, il a trouvé un taux 2000 fois supérieur aux normes européennes en vigueur à l'époque. Donc je ne veux même pas imaginer aujourd'hui. Vous savez, ceux qui connaissent Chamonix, l'école de Gaillan, plein de jours dans l'année, l'hiver, l'Institut est obligé de dire aux élèves, aujourd'hui, pas de récréation parce que l'air est trop pollué. C'est le village qui est dans l'axe du tunnel. Donc il faut qu'on se pose ces questions-là. C'est ça l'enjeu. On va attirer du monde, mais il faut qu'on se donne les moyens d'être exemplaire, d'aller vers l'excellence. Il faut que quand on vient en Ariège, quand on dit on vient respirer l'air pur de l'Ariège, il faut que l'air soit pur. Et s'il est pur pour les touristes, il va juste être pur pour les habitants. Donc là, on a des défis. Alors je prends la question de l'air, mais la question des ressources d'une manière générale, comment on organise, comment on travaille, toutes ces questions-là. Et quand je dis il faut le rendre plus durable, je n'oublie pas dans mon propos, j'allais dire, l'inclusion sociale. Attention à la durabilité à haut niveau de prix. Comment on travaille et comment les territoires arrivent à remobiliser. Alors je sais que dans la période actuelle c'est compliqué, mais on se projette en 2050, on dira qu'il fera meilleur en 2050. Mais comment les territoires doivent s'emparer de l'inclusion sociale liée à la durabilité. Ça c'est un enjeu majeur, sinon on n'y arrivera pas. Et sinon on clivera. Alors j'avais dit que je ne faisais pas de politique, mais quand même, on clivera et on saura où l'électorat ira. Parce qu'on leur dira, le durable, on veut vous ruiner, on veut vos machins, on veut vos trucs. Il faut de l'inclusion sociale. Et le tourisme n'y échappera pas. L'Ariège, pour moi, c'est un territoire qui doit permettre l'accueil du plus grand nombre. Voilà. C'est pas Saint-Tropez, l'Ariège. C'est pas Saint-Tropez. Voilà. Il ne faut pas construire l'équivalent des yachts. Voilà. Mais il faut aller vers de la durabilité. Il faut qu'on dise, quand on vient en Ariège, je viens dans un territoire extrêmement préservé, ce que j'ai dit tout à l'heure, etc. Et on met les moyens, et on aura des touristes, mais on aura des habitants. L'approche sociale, donc ce que j'ai dit, et le plus grand nombre, ça c'est pour moi les trois éléments. Et j'ai un dernier élément
j'allais dire, à la fois qui dépasse l'Ariège, mais qui concerne l'Ariège, parce que en fait, c'est à chaque territoire. Aujourd'hui, je voudrais juste mettre tout le monde en garde au nom du changement climatique. Le tourisme, le message qui est passé, c'est arrêter de voyager, aller vers du tourisme de proximité, et bien sûr que c'est nécessaire. Dans ces temps perturbés-là, où chacun est en train de dire que l'autre lui veut du mal, et que quand il y a un problème, c'est la faute à l'autre. Je pense que le tourisme, c'est un dernier rempart un peu solide de la paix dans le monde. Parce que quand je vais voir l'autre, qui me paraissait un danger, dès que j'apprends à le connaître, il est moins un danger. Et quand je vois des discours sur l'immigration, sur etc., eh bien, on replie les gens sur eux-mêmes, et le tourisme, je ne voudrais pas qu'il soit celui qui va contribuer à ce que les gens se replient sur eux-mêmes. Donc, sans doute qu'il faut réduire notre voilure sur nos déplacements. Mais de grâce, n'utilisons pas le tourisme comme variable d'ajustement de ceux qui voudraient que les communautés se replient sur eux-mêmes. Et faisons attention dans nos politiques publiques à ne pas tomber dans le panneau. Il faut que les gens continuent à voyager. Donnons-leur les moyens. Déjà, s'ils ne viennent plus en voiture dans les Pyrénées, ils pourront peut-être prendre l'avion pour aller voir une autre culture. Par contre, si on les laisse venir dans les Pyrénées, ils ne pourront plus prendre l'avion. Mais ne refermons pas les gens sur eux-mêmes. Et le tourisme, c'était sans doute le dernier vecteur, c'est un des derniers vecteurs de paix un peu solide. Et j'aimerais bien que dans l'Ariège 2050, l'Ariège soit un des acteurs de la paix dans le monde par l'activité touristique. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre Torrente. Gardez le micro si jamais il y avait des remarques ou des questions dans la salle. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Est-ce que vous voulez qu'on continue à débattre, à échanger autour de ce sujet et pour terminer cette conférence et avant de nous retrouver autour d'un buffet convivial concocté par le Centre universitaire de Foix et offert par le Conseil départemental de l'Ariège. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Est-ce que vous pouvez vous présenter juste avant ? Muriel Guyenne, merci à toi Pierre pour ce moment de partage, c'est toujours très riche, je suis toujours très fan. Je me disais que est-ce que dans le monde imaginaire, le monde idéal, on avait pensé que le tourisme était la mobilité professionnelle. C'est de se dire, en fait, moi qui habitais, où je suis née l'autre côté, dans une moyenne montagne aussi, que je côtoyais, et que je me suis déplacée par ma vie professionnelle. Et à chaque moment, je me suis installée. Et aujourd'hui, en plus, je choisis mon lieu de vie parce que ça m'a attirée et parce que j'ai peut-être la possibilité de le faire en télétravail ou pour X manières de vie qui font que je suis une nouvelle habitante, mais en plus, j'apporte une autre richesse. Et dans le tourisme. Ici ou ailleurs. Oui. Alors, c'est évidemment une bonne remarque, je te remercie. Je vais faire deux niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, oui, effectivement. Alors, c'est à la fois ce que tu décris, c'est à la fois pour moi une opportunité. Et avec la pandémie, tout le monde s'est rué dessus en disant les gens vont venir télétravailler, il faut faire des vacances, ils vont venir s'installer. Peut-être. J'arrive pas à... Pour l'instant, j'ai pas de réponse, parce que les vacances, c'est le temps libre, c'est pas le temps qui est travaillé. Et je sais pas jusqu'à quand les gens vont assembler le lieu de vacances et le lieu de travail. Avec le numérique, surtout, on n'est jamais déconnecté. Du coup, est-ce qu'à un moment donné, on n'est jamais plus en vacances? Premièrement. Deuxièmement, le ressort des vacances, c'est le dépaysement. Je vais rompre avec mon quotidien. Et associer travail et vacances, comment je fais pour rompre avec mon quotidien? Est-ce qu'on ne redéfinirait pas le travail aussi? Alors, par contre, là, moi je m'arrête toujours là où je sais. Plus, je m'arrête. Et sur le travail, j'ai des idées. Mais voilà, ça prendrait du temps, effectivement. Je pense qu'il faut redéfinir le travail. Et contrairement à ce que certains disent, je ne suis pas sûr qu'on ne travaille pas trop. Voilà. Qu'on travaille mal, ça c'est une chose, mais il ne faut pas confondre mal et trop. Voilà. Et qu'une société s'apaise quand à un moment donné elle a des moments de respiration.
Voilà. Et que quand on ne veut pas lui en donner, c'est qu'on ne sait pas gérer une société apaisée. Voilà. Donc, je peux dire d'autres choses, mais ça, là-dessus, il faut être clair. Par contre, moi, je vais le faire avec un parallèle. Ce qui a fait fonctionner j'allais dire, le binôme vacances-installation, ce sont les colonies de vacances. Les colonies de vacances, les classes de vertes, les classes de neige, etc., j'en suis un pur produit. Là où j'allais en vacances, je suis venu m'installer. Mais du coup, j'ai le souvenir de mes vacances, et ça m'arrive encore, je passe dans des endroits où je passais quand j'étais môme, il y avait des buis, et je vous jure, j'habite à côté, chaque fois que j'y passe, je me rappelle mes vacances. Ça, pour moi, ça marche. Un des grands problèmes, et je vais comme ça, du coup, revenir sur le ski. Je pense qu'un des grands problèmes des vacances, et aujourd'hui, on dit les gens ils viennent en montagne, ils n'ont pas les codes, etc. Mais bon sang, avant, la montagne, ça ne s'improvise pas. Avant, il y avait des classes de neige, il y avait des classes vertes, il y avait des classes rousses, il y avait des classes de ce que vous voulez, il y avait des colonies de vacances. Et là où les gens passaient du bon temps dans leur enfance, ça devenait leur lieu de vie. Et je pense qu'il y a un impératif à remettre toutes ces classes en place et remettre les centres de vacances en place. Ils ont été fermés pour des raisons de sécurité, pour un certain nombre de choses, les collectivités ne pouvaient plus assumer. Il n'y a pas de jugement de ma part. Sauf que c'est fait, le plan Avenir Montagne, et j'espère y avoir un peu contribué à ce que ça soit écrit, on a bataillé là-dessus, mais il n'y a pas eu les moyens pour le mettre en place. Mais là, il y a un impératif. Et quand on revient au ski, bien sûr qu'il y a moins de neige. Mais si on regarde les courbes de la clientèle, ce qui va manquer demain, avant le manque de neige, et on peut prendre les paris ce soir, ça va être les clients. Parce qu'avant, et on revient toujours, moi vous avez compris que je suis un peu sensible à permettre au plus grand nombre, ce qui a permis à toute une partie de la clientèle d'apprendre à skier alors que les parents n'avaient pas les moyens d'y aller, c'était la classe de neige. Et ensuite, ils ont fait des études au centre universitaire de l'Ariège, ils ont eu un bon poste avec des revenus et ils sont allés skier. Aujourd'hui, non, les licences ne sont pas là, mais je prends la promo de l'an dernier, on est très vite passé en quelques années de à peu près 70% des jeunes qui venaient ici savaient skier, on est entre 5 et 10% aujourd'hui. Donc, ne nous trompons pas de combat. Si on ne remet pas les colonies de vacances et les classes de neige, il n'y aura plus de skieurs dans les stations. Hein. Je ne parle pas de vous, je parle de tous ceux qui n'habitent pas le lieu. Ne nous trompons pas. Et puisqu'on est sur l'attractivité, moi je reste persuadé que les études le montrent, le meilleur, j'allais dire, catalyseur et capteur d'attractivité sur un territoire, c'est la colonie de vacances. Je fais passer des bons moments à la jeunesse, et quand je suis adulte, je viens m'y installer. Et en plus, j'ai appris à respecter un patou dans un troupeau. J'ai appris à marcher en montagne et savoir qu'on part avec équipé. Enfin, j'ai eu des gens qui m'ont appris. Il y a de la transmission. Et là, il y a un jeu. Et moi, je crois plus aux colonies de vacances qu'au télétravail. Voilà. Même si, quand ponctuellement ça marche, il ne faut surtout pas s'en priver. Mais je pense qu'à terme, soit je vais caricaturer un peu et j'en parle sans fondement. Hein. C'est juste un ressenti, donc il ne faut pas se tromper. Mais moi, je me demande si, je ne parle pas de toi, bien sûr, mais un télétravailleur qui vient s'installer, il ne faudrait pas qu'il considère le territoire non pas comme un espace de vie, mais comme un espace de travail, un espace de loisir, et qu'il oublie l'espace de vie. Alors, je ne parle pas de toi parce que je sais ce que tu fais, mais voilà. Et je vois par exemple, j'ai pris l'exemple de Courchevel, il y a plein de télétravailleurs qui vont s'installer à Courchevel. Ils s'en servent d'espace de loisir. Hein. Par contre, on n'est pas prêt de les voir aux affaires. Hein. Voilà. Donc, par contre, si vous regardez, ici, il y a la Vallée d'Or que vous connaissez, la Vallée d'Or, si reprenez, alors l'annuaire n'existe plus, mais allez sur Internet, regardez le nombre de noms bretons dans la Vallée d'Or. Et ensuite, allez voir l'histoire des colonies de vacances en Vallée d'Or. On en reparle. Vous verrez qui est charpentier, qui est boulanger, qui est machin, etc. Il est venu en colonie de vacances aujourd'hui et il est installé. Donc ça, et si l'Ariège n'a pas des atouts pour développer les colonies de vacances, parce que malgré tout, on a des coûts moins élevés qu'ailleurs, etc. Et aujourd'hui, avec une colonie de vacances, on investit pour les 20 ans à venir. Et moi, si je le ramène au ratio, c'est pas très cher d'investir dans une colonie de vacances pour avoir des habitants. Alors évidemment, il faut attendre 20 ans. Mais on est sur Cap 2050. Moi, je pense qu'il y a une urgence. Et on sauvera nos activités touristiques parce qu'on aura donné des apprentissages. On aura des gens qui sauront se balader en montagne parce qu'ils sauront comment ça marche. Et ils viendront s'installer. Et en plus, souvent, ce sont des très bons ambassadeurs. Voilà. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Je ne dis pas que j'ai raison. Je dis que l'histoire
me montrent que ça marche. Je crois qu'il y avait... Il y avait... J'ai pas vu, pardon. Une étudiante. Donc bonjour à tous, donc oui je suis étudiante ici, donc en master de tourisme et développement. N'ayez pas peur de parler fort même dans le micro, parce qu'avoir un micro pour parler doucement... C'est un exercice difficile. Allez-y. C'était pour en revenir du coup à la question précédente et à ce que vous avez pu rajouter. On parle de vacances, on parle de travail, mais pourquoi, donc c'est plus pour ouvrir le débat et les questionnements, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas juste de temps libre, du coup le temps qui n'est non travaillé et non attribué du coup aux tâches quotidiennes, enfin obligatoires du quotidien, et du coup ce qui inclurait donc dans le développement d'un territoire, donc ok les vacanciers qui viennent dans ce territoire-là, mais également les loisirs et les occupations de loisirs des habitants qui habitent ce territoire et qui vivent ce territoire également. Alors, il y a la réponse dans la question. Hein. C'est-à-dire, non mais vous avez complètement raison, c'est-à-dire qu'effectivement, derrière, mais là on est bien dans la question de l'attractivité, la question fonctionne bien, c'est-à-dire que c'était pas mon sujet, mais il faut l'aborder ce sujet, c'est-à-dire que pour les habitants, l'équipement touristique, il faut le transformer en équipement de loisirs. Et ça, c'est pas parce que ça marche pour le tourisme que ça marche pour les loisirs. Voilà, je veux dire, alors j'ai le souvenir, c'est un peu passé, mais je me souviens, donc quand j'ai eu, dans une vie antérieure, on faisait des salons, et il y avait un salon du tourisme à Tarbes, et il y avait la semaine avant un salon du tourisme à Bordeaux. D'accord, les salons neige et ski, si tu connais. Et il y avait le salon. Et donc tous les professionnels allaient à Bordeaux la semaine avant, ils avaient monté tous leurs produits pour les Bordelais, et la semaine suivante, ils arrivaient à Tarbes avec les mêmes. C'est-à-dire qu'on disait, bon, mais le tourisme, si ça marche pour les touristes, les locaux, ils vont... Mais non, je veux dire... Donc ils arrivaient avec leur forfait week-end, donc quand vous étiez à Tarbes, oui, un forfait week-end à la Mongie, si vous voulez, ça ne marche pas. Et donc ça veut dire que toute l'offre touristique sur un territoire, comment on la transforme en offre de loisirs, en termes de tarifs, en termes d'accessibilité, en termes d'ouverture, en termes de... Et puis il y a des fois, on revient à mon schéma de tout à l'heure, il y a des offres touristiques qui ne sont pas faites pour les locaux parce que ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier, on revient là par contre à mon circuit domestique, à l'intérieur du circuit domestique, l'offre de loisirs, l'offre culturelle. Quand on a une scène nationale, ben ça aide à fixer des habitants, quoi, l'offre culturelle. Quand on a une université, ça aide à fixer, et ainsi de suite. Voilà, il y a tout un écosystème qui fait tourner le circuit rouge. C'est pas juste du sonnant et trébuchant de dire... il faut que les gens puissent... Voilà, il faut des pharmaciens, il faut des médecins, il faut des machins, voilà, quand on peut. Mais il y a toute cette offre-là. Mais la notion de loisir, et c'est comme ça que le comité régional du tourisme des loisirs a rajouté loisirs. Et là, il y a un vrai enjeu sur les loisirs. Par contre, si on fait que du loisir, ça ne va pas suffire. Voilà. Et si on transforme du tourisme en loisir, ça ne va pas suffire. Voilà. C'est un autre sujet, c'est une autre façon de faire. Par contre, c'est indispensable. Mais... Je répète, quand je t'ai répondu, je ne dis pas que les télétravailleurs ne doivent pas venir s'installer. Je pense que ça restera à la marge. Toi qui es maintenant installé, t'en connais combien qui sont venus s'installer, télétravail et qui font comme toi? Oui. C'est comme le fût du canon. Non, alors, le milieu dans lequel j'évolue, il y en a quand même un certain nombre. Oui, mais voilà. Je l'ai fait sur d'autres régions. Et là, je peux te parler par exemple de Clermont-Ferrand, l'Auvergne, en l'occurrence, ou dans les Alpes aussi, et à l'étranger aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que je me suis déplacée dans ces milieux-là que les gens ont fait comme moi. C'est qu'en fait, on s'est retrouvés, et aujourd'hui, on s'identifie. Et là, je parle du train, parce que je suis une usagère du train et du vélo. Et ben, on croise énormément de monde. Et on a aussi changé notre mode de déplacement, de vie. Et là, avec ma casquette RH, je vais parler de qualité de vie et des conditions de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait un choix. La personne qui m'a accompagnée ce soir a fait ce choix-là, à venir vivre en Ariège depuis 10 ans, à développer son activité ici, parce que l'environnement l'inspirait, le ressourçait. Et donc, du coup, ça fait partie de notre mode de vie, de faire du tourisme, d'être les locaux touristes, comme on veut,
et aussi découvrir les individus et aussi s'imprégner et construire ensemble sur le territoire. Non, mais on est totalement d'accord. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne crois pas trop à l'enchaînement de télétravail, même quand ça marche, il ne faut pas s'en priver. Mais je ne pense pas que ce soit un pilier de développement, ça restera marginal. Par contre, si tu es venu t'installer ici et ailleurs, pour moi, c'est parce que tu as trouvé le circuit rouge, là, le circuit domestique qui te convenait. C'est-à-dire la qualité de l'environnement, les services que tu cherchais, voilà, et puis d'autres ne les trouvent pas, mais parce qu'il y avait ce circuit rouge. Le problème, c'est qu'il y a plein de territoires qui veulent se développer avec le tourisme et qui ont flingué le circuit rouge. Et donc, du coup, je suis sûr que tu n'es jamais allé t'installer dans un territoire où il n'y avait que de l'activité touristique. Alors, tu as totalement raison. Oui. On s'est dit tout à l'heure, c'est que le troisième pilier, les services de proximité, a toute son importance. Mais oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le train, je ne serais pas là. Mais clairement, qui va jusqu'à Paris. Et donc, du coup, ce n'est pas la météo, pour moi. Hein. Et là, on en parlait aussi avec mon voisin. Ce n'est pas du tout la météo qui fait le beau temps. C'est vraiment parce que c'est l'hospitalité, parce qu'il y a ces paysages. Quand on est sur le lieu de vie, on n'est plus sur la météo. Non, mais même pendant les voyages. Tu vois, aujourd'hui, je pense que ce que tu as décrit comme public, comme segment, comme environnement, c'est presque il y a 30 ans. Tu vois ? Alors moi, je travaille sur les grandes masses. Parce que voilà. je dis aux étudiants qui viennent, je parle sur leur couvert, ils viennent en tourisme et développement, ils sont déjà... J'allais dire, il me dit, ah mais non, on ne prend pas les vacances, voilà, je caricature, mais on ne va pas dans les hôtels clubs, etc. Oui, mais ils ont choisi ce parcours de formation, parce qu'ils sont, mais quand on le regarde à l'échelle du 1,5 milliard de touristes, ça représente 0,00, voilà. Les grandes masses qui génèrent des flux touristiques, ils ne sont pas dans cette logique. Tu ne fais pas partie, et j'allais dire, des grandes tendances. Et après, bien sûr, et tant mieux, qu'il y ait des cas comme ça, et c'est cela qu'il faut peut-être cibler, etc. Mais quand on regarde les grandes tendances, télétravail et tourisme, pour l'instant, ça ne donne pas de résultats significatifs en termes de développement. Par contre, il y a des fois, j'allais dire, tu fais partie d'une niche. Mais quand ça match, mais bien sûr, et j'imagine que le territoire t'a bien accueilli, etc., etc. Donc quand ça match, ça match. Mais d'aller mettre une politique publique sur ça, pour l'instant, je dis, je ne suis pas sûr que ça marche. Un micro pour vous, Pierre ? Il y avait une réaction ? Non. Bon, de toute façon, il est l'heure de s'arrêter là. Si vous voulez rester informé des travaux du CESEA, sachez que notre prochaine conférence aura lieu, grand public, aura lieu en décembre. Mais on a une liste là-haut sur laquelle vous pouvez nous laisser votre adresse mail pour ceux qui ne sont pas membres du CESEA et qui ne sont pas en contact direct avec nous. Et évidemment, on vous informera des prochaines conférences. On va en avoir tous les 2 ou 3 mois pendant cette année et la prochaine, jusqu'en juin 2027. Et on va traverser plein de thématiques passionnantes. Merci beaucoup, Pierre Torrente, pour votre intervention ce soir. C'était très riche. Merci beaucoup à vous d'être... Merci beaucoup à vous tous d'être venus et restés avec nous jusque-là. Le buffet est installé dans le bâtiment 1. C'est le premier bâtiment que vous avez rencontré quand vous êtes arrivés jusqu'ici. Quelques merci quand même avant de vous libérer complètement. Au service du conseil départemental, évidemment, pour leur soutien dans toute notre logistique. Et elle est assez importante et épaisse au niveau du CESEA. Un merci aussi aux équipes du centre universitaire de Foix pour leur accueil, bien sûr. Et un merci également aux étudiants de Master 2, avec qui on va travailler pendant plusieurs mois. Merci à vous tous et bonne soirée.